Bien. Donc, les détentes de Joule, il y en a deux qui sont un peu des figures importantes dans cette histoire et qui vont donner ce qu'on appelle le théorème de Joule à l'arrivée. Donc, tout ceci étant hors programme, ce n'est pas grave, mais pour moi, c'est important que vous voyez ces deux détentes pour que vous compreniez comment faire un certain nombre d'exercices qui vont tomber là-dessus. Donc, la première, c'est la détente de Joule-Gay-Lussac. Donc oui, un jour, il a existé quelqu'un qui s'appelle Gay-Lussac. Voilà, il s'appelle comme ça. Voilà, si vous voulez, j'y peux rien. Voilà. Il a même une rue à Paris, à côté du jardin du Luxembourg, si vous voulez tout savoir. Voilà. Donc la détente de Joule-Gay-Lussac, ce qu'on appelle en général la détente de Joule tout court. D'accord, par ailleurs, la détente de Joule, il y a deux. Donc, en gros, cette détente est la suivante. Je vous en ai déjà parlé en fait. Donc prenez une enceinte comme ça, et cette enceinte, vu comment je la dessine, elle est adiabatique, d'accord? Où vous avez des parois calorifugées. Au milieu de cette enceinte, vous mettez une paroi, d'accord, qui va donc diviser le volume en deux volumes égaux V0. Le volume total étant donc 2V0. D'accord. De ce côté-là, vous avez du gaz, donc avec la pression P0 et la température T0. Et de l'autre côté, vous avez du vide. Ça, c'est votre état initial. Voilà, détendre le début, en tout cas, du dispositif. Vous imaginez bien ce qu'on va faire. On va effectivement... Alors, donc, il y a plein de façons de le faire pour essayer de rendre le plus petit possible la contribution énergétique au fait d'enlever la paroi. Donc, il y a, par exemple, vous mettez un aimant qui tient la paroi, puis ping, vous l'enlevez, c'est que la paroi, elle descend un peu et ça passe. Vous avez une petite aiguille qui va faire stack, voilà. Enfin, vous essayez de trouver un truc où grosso modo, on va pouvoir négliger l'énergie de perçage de parois dans ces histoires-là. D'accord. Donc ensuite, on enlève la paroi. Alors pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir fait de thermodynamique pour savoir ce qui va se passer immédiatement. Oui. C'est I, c'est l'état initial. Je crois que je garde ma notation de I jusqu'à F. Voilà, voilà, c'est un I pour état initial. Ça vous va? Il n'y a pas besoin d'avoir fait la thermo pour savoir ce qui va se passer. Le gaz va se répandre dans l'intégralité du volume et occuper à l'équilibre le volume total. Donc à l'arrivée, en fait, vous avez un volume complet, ici comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que grosso modo, le fait que je dessine plus la paroi n'est pas très grave? À partir du moment où elle est négligeable, d'accord? Et donc on obtient un volume de V0, ça c'est la chose qu'on sait, qui est le volume final. Et sinon, a priori, vous êtes à une température T finale et P finale que vous ne connaissez pas. On est d'accord là-dessus? Alors en fait, cette détente... Alors on va essayer de prendre les mots. Elle est de quelle nature à votre avis, cette détente? On va faire la liste des 4 transfos qu'on a. Oui. Elle est effectivement adiabatique, ça, il n'y a aucun problème. Elle est adiabatique. Est-ce qu'elle est réversible? Sûr que non, d'accord? La définition de la réversibilité vous montre que si vous filmez le truc à l'envers, c'est ultra bizarre, d'accord? Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle est irréversible? Si vous reprenez les critères, donc bien sûr, elle n'est pas quasi statique, mais aussi, elle n'est absolument pas adaptée. Vous voyez que le gaz change de volume, on est d'accord, mais que la pression intérieure et la pression extérieure sont toujours différentes. Que vaut la pression extérieure? La pression extérieure avec laquelle le gaz échange éventuellement, avec lequel il change du volume en tout cas. C'est le vide effectivement, donc la pression, elle vaut 0 effectivement. Et donc en fait, cette transformation, elle est monobar à P extérieur égale 0. Ce qui est un peu étonnant parce que c'est le seul cas où en fait la pression finale ne sera pas égale à la pression initiale, c'est juste qu'en fait c'est le volume qui va faire ça. Oui. Là, mais le gaz n'échange pas de volume avec l'extérieur du système. PX c'est ce cas-là, oui, exactement.
D'accord? De ça, on peut en déduire deux choses. Que vaut le transfert thermique entre l'état initial et l'état final? J'ai oublié de mettre F ici, voilà. 0. Que vaut le travail entre l'état initial et l'état final? Oui, donc. Terminé en revoir. Tout simplement parce qu'effectivement, x égale 0, donc votre gaz n'a pas besoin de pousser quoi que ce soit pour s'expandre. En fait, il va s'expandre uniquement par effet anthropique dans cette histoire. Donc, delta U entre IF est égal à 0. Vous voyez que ceci ne vous montre pas quel est l'état favorisé par le gaz. D'accord? L'énergie, il n'a rien changé dans cette histoire. D'un point de vue énergétique, votre gaz, il n'a rien vu. On est d'accord? Alors, on peut essayer d'évaluer l'entropie de ce truc-là. D'accord? Dans le cas d'un gaz parfait. Alors, on est parti, on va avoir deux cas de figure. Si on a un gaz parfait, ceci implique que quoi? Si delta U vaut 0, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Comme ça veut dire qu'on a NCVN delta. T qui vaut effectivement 0, on est d'accord? Ça veut dire que T initial est égal à T final? Exactement, ceci implique que en fait delta T entre IF est égal à 0. Et ça, donc c'est une propriété assez intéressante. La détente de Joule-Gay-Lussac pour un gaz parfait est isotherme. C'est le cas dont je vous ai parlé d'isotherme coup de bol. On a une isotherme qui n'a pas besoin d'être garantie par une monotherme. C'est juste que pour des raisons structurelles du gaz parfait, comme il ne dépense aucune énergie pour s'expandre, sa température ne va pas bouger. D'accord? C'est ça dont je parlais quand je parlais d'isotherme coup de bol. C'est le sens du à peu près implique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc. Voilà, c'est le cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc on va pouvoir évaluer l'entropie. On a donc en fait delta S entre IF. Vous vous souvenez en fait, ça vaut NCV molaire log de T plus R log de V. D'accord? C'est les formules du gaz parfait. Vous n'êtes pas censé les connaître par cœur, mais d'accord? Voilà. Et donc en fait, delta S, vous avez dit ça faisait N CV molaire log de TF sur T0 plus NR log de VF sur V0. Vous vous souvenez de cette formule-là? D'accord. Donc ici, ça va valoir quoi, tout simplement? Ce terme-là vaut 0, ce terme-là. C'est effectivement, ça vaut tout simplement NR ln de 2. Et ce truc-là, si on applique le second principe, ça vaut l'entropie échangée entre IF plus l'entropie créée entre IF, d'après le second principe. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'entropie échangée entre IF? Elle est nulle, pourquoi? Oui, parce que c'est pas nul, c'est pas la question. Parce qu'effectivement, c'est adiabatique, et effectivement, pour une adiabatique, enfin, je vous ai dit que SE était proportionnel au transfert thermique, donc voilà. Et ça vaut 0. Et donc ici, on trouve bien que SC de IAF vaut NR log de 2, qui est positif. Et c'est marrant parce que ça vous raconte, vous savez que mathématiquement, le fait que VF soit plus grand que V0, on ne l'a jamais utilisé, vous êtes d'accord? Mais vous voyez que, vu que SC doit être strictement positif, il est impossible que VF soit le petit que V0. Sinon, vous auriez une entropie créée qui serait négative. Et donc, vous voyez bien que le signe de l'entropie créée vous raconte le sens dans lequel ça va évoluer. Vous avez une entropie créée, donc ça vous confirme que la transformation est irréversible, même si on le savait déjà. Et surtout, ça vous confirme que vous ne pouvez pas faire une détente de Joule avec un volume final plus petit que le volume initial. Ça ne marchera jamais, sinon vous avez une entropie créée négative, ce qui est en violation du second principe. Voilà à quoi ça sert, le second principe. Ça vous montre que les transformations sont impossibles, formellement. Alors ça, on le savait avant d'avoir le second principe. Il est impossible qu'un gaz se shrink tout seul. D'accord? Voilà. Ok.
Mais factuellement, ça veut dire que si vous voulez un dispositif, il va falloir faire autre chose, il va falloir faire autrement. D'accord? Voilà, en particulier, avoir un SE dans le tas pour avoir ça. On est au clair là-dessus? Voilà les termes de Joule. De Joule-Gay-Lussac, pardon. Petit 2. Détente. Alors, je commence à l'appeler... dans la question de cours, j'ai mis quoi? J'ai mis Joule Kelvin, ok. Alors, je l'ai mis dans l'autre sens dans les questions de cours, parce que moi, j'ai appris Joule Thomson. Alors, la raison est simple, hein, c'est la même. Kelvin a été anobli, enfin, Thomson a été anobli et est devenu Kelvin, d'accord? C'est le même gars, d'accord? C'est juste, est-ce qu'on lui donne son titre de fin de vie ou pas, d'accord? Donc là, voilà, la détente de Joule Thomson, c'est la détente de Joule Thomson parce qu'il était Thomson avant d'être Kelvin. Et après, il était anobli, il a pris le nom de la rivière qu'il y a en bas de son petit terme. Ça, c'est l'Angleterre, il file des terres à tout le monde, des titres à tout le monde, voilà, ça, c'est rigolo, quoi. D'accord. Alors, la détente de Joule Kelvin, c'est une détente extrêmement importante. C'est la détente qui fait fonctionner l'intégralité des réfrigérateurs. D'accord. Vous la recroiserez l'année prochaine. D'accord. Donc, elle est au programme de deuxième année pour le coup. Mais pour moi, c'est une détente très importante pour manipuler un peu les choses. Donc, cette détente est la suivante. Alors, petite remarque, quand même, je vais vous montrer le truc. Donnez-moi 5 secondes, je vous en. Alors, moi, je l'avais de toute façon. On a besoin, probablement demain, mais moi, je l'ai là. Normalement, comme ça. Ceci est un réfrigérateur. D'accord? Oui, ça coule, il y a un peu d'huile. C'est le compresseur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais imaginer un réfrigérateur à plat. D'accord? Vous ne saviez pas ça? Ben, vous le savez. Ceci est un réfrigérateur. D'accord? La boîte dans le réfrigérateur ne sert à rien. Hein, c'est pas ça le problème. Ça, on en parlera, mais c'est l'échangeur avec la source chaude. C'est-à-dire avec la cuisine, c'est ce qu'il y a derrière votre réfrigérateur. Et ça, c'est un compresseur, c'est ce qui rapporte du travail à votre système. D'accord? Donc, il y a un étage de ce truc-là que je vais retrouver, qui est ici. D'accord, là, ce truc-là, là. Et là, vous voyez que vous avez un petit capillaire, là. Et tout d'un coup, je blâme. Vous avez une grande chambre d'expansion ici. Vous voyez le truc, là? Ce petit machin, là. C'est ça qui va fabriquer la détente de Joule Thomson. Vous avez un gaz avec une pression énorme, d'accord, qui arrive, d'accord, sorti du compresseur. Et tout d'un coup, le truc fait une détente extrêmement rapide et extrêmement brutale, d'accord? Tout simplement parce qu'il passe d'un tuyau qui est tout petit à un tuyau qui a un diamètre très grand. D'accord? Voilà ce qu'on appelle une détente de Joule Thomson. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a rien, c'est juste... D'accord? Et vous passez votre vie à faire ça. D'accord? On reparlera de ça plus en détail quand on fera les frigos, c'est-à-dire probablement demain, ok, dans le sens de circulation. Mais je voulais juste vous montrer ce truc-là. Donc en fait, ce que modélise la détente de Joule Thomson, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez un fluide qui est poussé avec une grande pression, d'accord, et qui va basculer de façon extrêmement brutale dans une zone avec une pression plus basse, et qui va continuer à circuler. Ok? Donc voilà, je remets ça. C'est super lourd. C'est pas grave. C'est lourd un compresseur. Une belle bête. Bien. Donc, je vous décris la façon dont on modélise ce truc-là. Il y a plusieurs façons de le faire, mais le principe est simple. En gros, déjà, on va supposer que la détente est extrêmement rapide. Et donc, cette détente va se passer à l'intérieur d'une enceinte adiabatique. Alors, bien entendu, ce n'est pas l'enceinte qui est adiabatique, mais le processus est tellement rapide que votre fluide n'a pas le temps d'échanger d'énergie thermique avec l'extérieur durant cette détente. C'est ça dont on parle. Et en fait, ce qu'on dit, c'est la chose suivante. En fait, on modélise ça par un truc comme ça. Grosso modo, vous avez deux tuyaux de chaque côté, d'accord? Donc, votre fluide circule comme ça, d'accord, hein, hop là, puis après, il va partir par là. Et en fait, vous savez que l'intégralité du fluide de ce côté-là en amont est à une pression que je vais appeler P1. C'est juste, alors il n'y a pas de piston, hein, c'est juste l'ensemble du fluide qui est avant, qui pousse, d'accord, comme quand vous poussez sur un tube de dentifrice, hein, c'est vraiment l'idée, le fluide pousse, d'accord. Donc ici, en fait, vous avez
le fluide précédent qui est modélisé par un piston, d'accord, qui pousse comme ça. Et vous avez la même chose de l'autre côté, vous avez du fluide qui l'accueille, mais qui a une pression a priori plus basse, sinon le truc ne va pas dans ce sens-là, d'accord. Et donc de l'autre côté, vous avez l'intégralité de la colonne de fluide qui est modélisée par un piston en contact avec la pression extérieure P2. D'accord là-dessus? Voilà. Donc là, il faut bien comprendre qu'en fait, ça là, c'est le fluide en amont. Et ça, grosso modo, c'est le fluide en aval. Alors, vous voyez que c'est compliqué parce que ça ressemble beaucoup à un système ouvert, cette histoire. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais partir comme état initial. Je vais dire, bah ok, en fait, j'ai un volume V1 ici, de fluide, qui va passer de l'autre côté. D'accord? Donc, mon état initial, je prends ce système-là, et je vais supposer que toutes ces molécules-là vont passer de l'autre côté, durant la transformation. Okay, donc ça, c'est mon état initial. Et mon état final, bah, ça ne va pas être très compliqué. C'est littéralement la même chose. Avec mon fluide qui est passé de l'autre côté, qui va occuper un volume V2. A priori plus grand, mais on ne sait pas trop, puisque la pression est plus faible. D'accord, voilà. Et donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est que mon piston AP1, il s'est déplacé. Et que mon piston AP2, il s'est déplacé de l'autre côté pour accueillir le nouveau volume. On est d'accord là-dessus? Quand vous avez poussé le fluide, hein, c'est-à-dire que le fluide qui est là a poussé mon volume V1, et le gaz en passant occupe un volume V2 qui a poussé le fluide de l'autre côté. Voilà. C'est pas mystique hein, comme truc. Hein. Encore une fois, ce truc-là a bougé. On est d'accord là-dessus? C'est vraiment pas... c'est littéralement, vous appuyez sur un tube de dentifrice et vous allez mettre une pression P1 au-dessus et il pousse l'air pour sortir. C'est exactement ça dont on parle. Alors, c'est pareil, on va caractériser la transformation. Cette détente, elle est comment? Elle est effectivement adiabatique. Tout simplement parce qu'elle est rapide. Alors, on est en contact. Donc, adiabatique, c'est fini. Après, le reste, on ne sait pas trop. Réversible? Sûr que non, d'accord? En fait, en particulier, vous voyez que j'ai toujours pas précisé lequel des deux est la plus grande, mais il est quasiment évident vu le sens que P1 est plus grand que P2. Et donc, si vous inversez le truc, ça ne marche pas, parce que vous voyez bien que le gaz ne va pas circuler. Donc, cette détente est irréversible. Et d'un point de vue mono, tout ça, elle est comment? Elle est en contact avec des réservoirs de pression, on est d'accord, hein, sans problème, mais elle est en contact avec deux réservoirs de pression. On est d'accord? On est d'accord qu'elle est durant la transformation, elle est en contact avec deux réservoirs de pression, un réservoir de pression à P1 et un réservoir de pression à P2. Donc ce truc-là, ça porte un nom, ça s'appelle une transformation d'Ibar. Parce qu'il y a deux réservoirs de pression. Alors ça c'est pénible parce qu'on ne sait pas traiter, on n'a pas de... Enfin en tout cas vous, vous ne savez pas traiter, on n'a pas de formule, mais c'est pas du tout grave. On va essayer de faire le boulot correctement. Alors, on est parti. On a donc... On va virer les trucs simples. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Zéro, effectivement, c'est adiabatique sans problème majeur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que le travail de IAF reçu par le gaz, c'est en fait l'opposé du travail reçu par l'extérieur. On est d'accord? Parce que c'est une quantité d'échange. Premier théorème de votre cours de thermo. Et là, je vais le décomposer en deux. Je vais donc dire que c'est moins le travail reçu par l'extérieur 1 entre IAF plus le travail reçu par l'extérieur 2 en IF. D'accord? Et en fait, il s'avère que ces deux travaux-là, si je les remets... Alors, je vais mettre extérieur 1 et extérieur 2, ce sera probablement plus clair. Voilà. Et en fait, ces deux travaux, par contre, correspondent à l'opposé de travaux monobar. Oui. Sur le schéma, ça correspond à quoi? P1X, c'est ça, l'extérieur. C'est le fluide. En toute rigueur, il faudrait coller le piston là et le remettre jusqu'au bout. D'accord? Alors, ça va revenir littéralement au même. On va voir ça. Alors, il y a plusieurs façons de faire ce problème-là. Moi, et en particulier, c'est souvent très mal fait. Si vous retrouvez ces notions sur Internet, les gens font des bricoles pas possibles en disant oui,
On suppose que le volume là, il est négligeable, on s'en fout complètement. Ce qui compte en fait, c'est de savoir évaluer le travail reçu par l'extérieur. D'accord? Et le travail reçu par l'extérieur, c'est pas compliqué, vous avez P1 de chaque côté. D'accord? Donc c'est tout simplement P1 fois la variation de volume de l'extérieur. Enfin, moins P1 fois la variation de volume de l'extérieur, c'est-à-dire P1 fois V1, puisque vous voyez que votre extérieur, en fait, son volume a changé dans cette histoire. Donc en gros, ça va être moins. Donc on y va. Ça va faire un truc un peu bizarre. Donc ça, delta V de l'extérieur 1. Et ça, c'est moins P2 delta V de l'extérieur 2. Est-ce qu'on est d'accord avec ce truc-là? D'accord. Petite remarque, c'est exactement la même démonstration que celle que j'ai faite tout au début quand j'ai démontré l'expression du travail pour ça. Alors, il y a plein de moins qui dégagent. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est que ça vaut combien delta V de l'extérieur 1? L'extérieur 1 ici, il voit son volume augmenter. L'extérieur voit son volume augmenter. D'accord? L'intérieur voit son volume diminuer, on est d'accord? Mais en fait, l'intérieur, c'est tout ça. Il voit son volume arriver à 0, vous voyez, mais c'est problématique. L'extérieur, par contre, il lui arrive des choses très très sympathiques. D'accord? Donc l'extérieur voit son volume augmenter de V1, qui est tout simplement en fait la place que le système lui a donnée. Et delta V extérieur 2, c'est égal à... Effectivement, son volume diminue de la quantité que le gaz a pris pour s'occuper, donc de moins V2. Et donc, si je mets tout ça en place, ça signifie que le travail reçu par le gaz de IAF vaut tout simplement P1V1 moins P2V2. On peut se poser la question, P1V est bien positif, donc c'est normal, le gaz reçoit du travail de l'extérieur et il est obligé d'en fournir pour pousser l'extérieur 2. On est d'accord? Donc grosso modo, les signes sont tout à fait cohérents. On est au clair là-dessus? On a alors que delta U, entre l'état initial et l'état final, ça vaut tout simplement P1V1 moins P2V2, d'après le premier principe. Oui. On n'a pas, d'après la loi de Maroc, quelque chose qui dit que PV est égal à une constante. Personne n'a dit que c'est un gaz parfait pour l'instant. Ah, c'est pour dans le cas d'un gaz parfait. Et pour une isotherme surtout. D'accord? Donc on est parti, donc je vais l'écrire un peu autrement, ça veut dire que U final plus P2V2, c'est égal à U initial plus P1V1. J'ai juste cassé mon delta en deux et tout réparti. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de P2V2? P2 c'est la pression finale de votre gaz, V2 c'est le volume final de votre gaz, donc ce truc là en fait c'est PFVF. Et de la même façon, P1V1, ça c'est PI VI. C'est juste une histoire de notation. Résultat des cours, c'est quoi ça? U plus PV? C'est l'enthalpie, effectivement. Donc la détente de Joule est la détente de Joule Thomson, pardon, Joule Kelvin est isenthalpique. Et donc pour un gaz parfait, elle est pour exactement les mêmes raisons. Alors une détente ne peut pas valoir 0, s'il vous plaît. Donc pour un gaz parfait, qui est constant? La détente? Oui, mais ça je suis au courant, c'est isenthalpique, donc j'ai pas besoin de préciser pour un gaz parfait. Mais H, ça vaut quoi pour un gaz parfait? Ou delta H, ça vaut quoi pour un gaz parfait? Ouais. Non, mais arrêtez, punaise, vous l'avez pas appris votre cours de thermo, ça se voit. Hein. Ouais. NCPM. Delta T, effectivement, c'est un delta quand même. Et donc, grosso modo, ça vous raconte qu'elle est aussi isotherme. D'accord? Puisque l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Pour un gaz parfait, la détente de Joule, là j'ai mis Joule Thomson, ok, est isotherme. Voilà. Donc, en gros, historiquement, alors ça a complètement disparu, mais historiquement, c'est une des définitions du gaz parfait.
En fait, on dit qu'un gaz suit un fluide suit la première loi de Joule si sa détente de Joule, Gay-Lussac est isotherme. On dit qu'il suit la deuxième loi de Joule si sa détente de Joule-Thomson est isotherme. Et dire qu'un gaz est un gaz parfait, c'est équivalent à dire qu'il suit les deux lois de Joule. D'accord? Voilà. C'est ça. Ce qui m'intéresse dans ce truc-là, c'est vraiment le raisonnement. Ça, vous avez déjà croisé ce genre de terme. Vous vous souvenez dans votre DM que vous avez à faire pour cette semaine, quand vous avez une monotherme, une monobar, un truc qui pousse comme ça, c'est exactement le même genre de raisonnement, d'accord? Dans votre DM, vous avez une demi-détente de Joule Thomson. Vous voyez de quoi je parle? C'est un DM à faire pour cette semaine. J'espère que vous l'avez commencé. Voilà. Vous voyez pas long, pareil. Voilà. On est d'accord sur les deux détentes de Joule. Celle-là, elle est hyper importante parce que, alors pour un gaz parfait, elle ne sert à rien. Par contre, pour n'importe quel fluide, en général, une détente de Joule-Thomson va faire baisser la température. Donc, grosso modo, en fait, vous faites automatiquement baisser la température quand vous faites une détente de Joule-Thomson sur un fluide, en particulier s'il n'est pas loin de son point de liquéfaction. Et donc, c'est ça qui va vous faire refroidir tout le bordel dans un réfrigérateur. Vous ne pouvez pas refroidir quelque chose, hein. C'est pas possible. Si vous branchez quelque chose, vous le réchauffez. Il faut trouver des trucs un peu astucieux pour refroidir un truc. Vous le savez très bien, c'est facile de chauffer un truc. Le refroidir, c'est long, c'est pénible. D'accord? Voilà. On est d'accord sur la détente de Joule-Thomson. Donc voilà les deux détentes de Joule. C'est des détentes importantes. Je pense qu'il faut que vous les étudiez un peu pour voir un peu comment ça se passe. Je reviens dans le sentier du programme avec le grand 3. Et on va parler de généralité sur les machines thermiques. Et on va donc prendre une définition. Oui. Oui, tout à fait, exactement. Tout le reste, c'est soit des échanges thermiques, soit tu rajoutes de l'énergie pour compresser le bordel. Donc si, bien sûr, sur ce chemin, bah, t'inquiète pas, ça va bien. Ça va bien. Définition, machine thermique. C'est un petit... Oui, je sais pas. Pardon, excusez-moi. C'est un petit 1, tout à fait. Pardon. Alors, il faut dézoomer un peu. Une machine, pour vous, c'est un ensemble d'engrenages, de machins, de trucs compliqués. Ça, c'est pas une machine. Ça, c'est le mécanisme de la machine. Ça, c'est ce qui vous occupe en SI, globalement. C'est la façon dont on convertit un mouvement particulier en un autre mouvement particulier. D'accord? Tout ça, c'est la mécanique. Il n'y a rien d'innovant dans cette histoire. Petite remarque, ces machines-là, on connaît les engrenages depuis au moins un demi-millénaire avant Jésus-Christ. D'accord? On sait faire des transmissions. Alors, en taillant du bois, c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, dans le principe, on sait faire des transmissions depuis plus de 2 millénaires. Sans aucune forme de problème. On ne sait pas faire un réservoir. D'accord? On ne sait pas faire ça. Le fait de brûler des trucs pour faire tourner des machins. D'accord? Voilà. Donc la thermodynamique va s'intéresser vraiment à la façon dont énergétiquement on est capable de mettre en œuvre, de créer de l'énergie, et après éventuellement de tacata, tout coutou, zouzou, tourner, reboulouter, enfin ça on s'en fout, ça, d'accord? Ça c'est vraiment du détail de prof de SI. D'accord? Voilà. Bon. Un détail qui peut être techniquement compliqué, hein, pareil, hein, mais c'est pas ça que je m'intéresse. Donc déjà une machine thermique, c'est quelque chose qui va impliquer des échanges thermiques et du travail. C'est ça qu'on appelle une machine thermique. Ensuite, une machine thermique, elle doit tourner indéfiniment. Sur le papier, si vous enlevez l'usure des pièces mécaniques d'un moteur de voiture et que vous êtes capable de l'alimenter en essence éternellement, ce truc-là tourne éternellement. Une machine réalise un mouvement perpétuel. D'accord ? Donc, contrairement à ce qu'on raconte, le mouvement perpétuel existe. La question, c'est à quelles conditions il peut exister. L'étude des machines thermiques, c'est à quelles conditions vous pouvez fabriquer un mouvement perpétuel. D'accord? Des mouvements perpétuels, il y en a 3. Les mouvements perpétuels de première espèce, de deuxième espèce et de troisième espèce. Les 2 premiers sont interdits par la thermodynamique. Et le troisième, c'est un moteur. C'est le plus simple. Voilà. Donc, si vous avez un mouvement perpétuel, c'est pas très compliqué, ça signifie donc que vous avez un mouvement périodique.
Il n'existe pas de mouvement perpétuel qui ne soit pas périodique, sinon vous avez un problème et votre truc il passe sa vie à avancer. D'accord? Donc la condition même d'avoir un mouvement perpétuel, c'est d'avoir un truc qui revient à son état initial au bout d'un certain nombre d'étapes. C'est ce qu'on appelle dans une voiture des tours. Plus exactement des demi-tours, mais enfin, un cycle complet c'est 2 tours. D'accord? Ok? Donc en fait, dans un moteur de voiture, vous avez des tours. D'accord? Vous en avez énormément, hein, d'accord? Quand vous êtes à 2000 tours minute, je ne pas, ça fait quand même un sacré paquet de tours par seconde, d'accord? À peu près à 50 tours par seconde, c'est du 50 Hz, 60 Hz, d'où le fait que c'est grave une voiture. D'accord? C'est de la musique, quoi. À 50 Hz, voilà, un peu de choses près, enfin un peu bas, quoi. 50 Hz. Donc, l'idée est la chose suivante, c'est que donc à chaque fois, vous avez un fluide qui revient à son état initial au bout d'un certain nombre de transformations. C'est ça la définition d'une machine thermique. Tout le reste, c'est du détail. La thermodynamique ne s'intéresse pas au mécanisme. La thermodynamique s'intéresse à ce qui se passe pour le fluide, à quelles conditions ce truc-là va pouvoir faire bouger ensuite toutes les saloperies que vous avez mis sur le côté. D'accord? Donc on est parti. Donc une machine thermique est un dispositif dont les transformations énergétiques sont assurées assurées par un fluide échangeant du travail et de l'énergie thermique avec l'extérieur et revenant à son état initial au bout d'un certain nombre de transformations. Voilà. On dit que le fluide réalise un cycle. Voilà. On dit alors qu'il réalise un cycle. Voilà la base du truc. Une machine, c'est ça. D'accord? Donc, il faut bien comprendre ce que ça exclut comme définition. Par exemple, on sait, en fait, contrairement à ce que je sous-entends depuis le début de ce cours, on sait transformer une quantité thermique en travail. On sait balancer un boulet de canon, par exemple. Ça, on sait faire. Vous brûlez un truc, ça fait boum, et le boulet de canon, il part. Vous appelez pas ça une machine. Parce que vous le faites qu'une fois. Après, il faut aller chercher le boulet et le ramener. D'accord? Il faut avoir un chien bien dressé. Ok? Voilà, c'est tout. On est d'accord là-dessus? Donc, c'est pas ça une machine. Une machine, c'est un truc qui va tourner en permanence. D'où le fait que, obligatoirement, ce truc-là doit réaliser un cycle. Il doit avoir un fluide qui fabrique ce truc-là. D'accord? Donc, la modélisation va être relativement simple. On va supposer qu'on échange du travail avec l'extérieur. Ça, on va faire le bilan complet sur le sujet. C'est pas très important. Par contre, ce qu'on va essayer de modéliser, c'est, on va dire, qu'à chaque fois que la machine... Je t'écoute. Est-ce que c'est d'être autonome ou pas une machine? Enfin, est-ce que moi je peux contrôler une machine? Enfin, T'es déjà monté dans une voiture? Bah, tu contrôles une machine. Je comprends pas la question, en fait. parce que c'est écrit revenir à son unité enseignant. Donc, il faut bien comprendre ce que vous contrôlez. Hein, dans une voiture. Tiens, question. Qu'est-ce qu'on contrôle dans une voiture? Quel est le seul paramètre physique que vous contrôlez dans une voiture? Effectivement, vous ne contrôlez que... la direction, ça c'est pas le moteur en tant que tel. Mais effectivement, vous ne contrôlez que la quantité d'essence que vous mettez dans le piston. C'est la seule chose que vous contrôlez. Et vous adaptez cette quantité d'essence à la vitesse à laquelle vous voulez rouler, compte tenu des frottements, de la pente, de votre rapport, etc. etc. D'accord? À aucun moment dans une voiture, vous ne contrôlez la vitesse. Pas directement, en tout cas.
vous invite à acheter une Fiat 500, à mettre 5 personnes dedans, et à prendre une pente. Vous allez voir tout de suite qu'à aucun moment vous contrôlez la vitesse. Vous contrôlez la quantité d'essence que vous mettez dedans. Voilà, terminé. Ok. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. D'accord. C'est une des raisons pour lesquelles il faut respecter les distances de sécurité, surtout avec des petites voitures. Parce que dans une pente, ça s'arrête, littéralement. C'est une des principales causes d'accidents dans les régions un peu montagneuses. Tout le monde à 130, sauf la voiture qui passe à 80 instantanément parce que ça monte. Il y a le monsieur derrière qui regardait la télé en même temps, bah... Maintenant, il regarde la télé dans le coffre de la voiture. C'est comme ça que les voitures se reproduisent aussi, par ailleurs, mais c'est une autre chose. Voilà. On est d'accord là-dessus ? Donc, ce que vous contrôlez, c'est vraiment l'idée, quelle est l'énergie qui va être faite, éventuellement, si vous pouvez paramétrer ça. C'est ça le principe. Ça raconte aussi autre chose. Ceci exclut les moteurs électriques. Un moteur électrique, c'est de la conversion travail-travail. Vous avez du travail électrique, vous fabriquez du travail mécanique, vous n'avez pas d'échange thermique avec l'extérieur. D'accord ? C'est vraiment une conversion pure. De la même façon, ça exclut également l'autre pan qui est... non, pardon, ça exclut pas ça. Non, je dis des bêtises. Stop, je recule. Voilà. Donc après, il y a des choses simples ou pas. Oui, je t'écoute. La machine thermique, ça marche que avec un fluide. Ça marche que avec un fluide, effectivement, pour une raison très simple, c'est que tu ne peux pas compresser un solide, ni le faire circuler. Gaz, voilà, donc gaz liquide, en tout cas avec un fluide. Gaz, non, attends, non, un gaz c'est un fluide. Hein. Ouais, d'accord. Alors, petite remarque également pour ceux qui ne savent pas ça, vous ne mettez pas d'essence liquide dans votre moteur. Sinon, il s'arrête, hein. Il casse. Vous ne pouvez pas compresser du liquide. D'accord ? L'essence liquide, ça ne brûle pas de surcroît. Vous pouvez éteindre et les mettre dans de l'essence. Il faut aller vite, mais vous pouvez le faire. Il faut aller vite. D'accord ? C'est les vapeurs d'essence qui brûlent. Il n'y a quasiment aucun solide ni liquide qui ne brûle. Ça n'existe pas, les solides liquides qui brûlent. Ce qui brûle, c'est les gaz. Vous chauffez un truc, le truc s'évapore, ça brûle. D'accord ? Littéralement. Et si vous mettez de l'essence liquide dans votre moteur, il casse. Littéralement. Parce que le piston, quand il descend, blam, il va se fondre en deux parce que vous ne pouvez pas compresser du liquide. Et avec l'inertie d'une voiture, je ne vous raconte pas que ça va bien marcher. Ok ? Ouais. Une machine pas thermique, c'est juste on passe tous les bouts thermiques par Une machine pas thermique, c'est juste un convertisseur électrique mécanique. C'est une machine pas thermique. C'est juste, t'as pas d'échange de chaleur. Ce qu'on appelle une machine zéro terme. On va en parler de toute façon, on va faire les divers trucs. D'accord ? Voilà. Alors, on modélise. Alors, le cycle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on modélise les échanges thermiques avec l'extérieur par une succession de monothermes. Autrement dit, ce qu'on va supposer, c'est qu'à chaque fois que le fluide échange de l'énergie sous forme thermique avec l'extérieur, il le fait de façon monotherme. Ça vous raconte que votre extérieur, à chaque fois, est de température constante. Pour une voiture, par exemple, ce sera ditherme, au sens où vous échangez avec l'essence d'un côté. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre, dans une voiture, votre système thermodynamique, c'est l'air à l'intérieur du piston. Votre source chaude, c'est l'essence qui brûle. C'est un moteur à combustion interne, d'accord ? Et votre source, qu'on appelle votre source froide, c'est votre liquide de refroidissement, qui lui est en contact après avec l'atmosphère. On est d'accord ? Voilà l'idée. Donc, on modélise les échanges thermiques par des monothermes. Et donc, c'est pas très compliqué. On va dire qu'une machine est n-terme si elle échange de l'énergie avec n thermostats différents. C'est ça qu'on a une machine n-terme. Et après, on va les classer. Il y a les zéro-termes, celles qui n'échangent pas d'énergie sous forme thermique, les monothermes, les dithermes, etc., etc. Donc, une machine est dite n-terme si elle échange de l'énergie avec n thermostats différents. Différents signifiant qu'ils sont donc tous à une température éventuellement différente. Voilà. Donc, on a un cas particulier qui est le cas de la machine ditherme. Alors,
La raison pour laquelle on va s'intéresser essentiellement aux machines dithermes, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas faire de moteur zéro terme ni monotherme. Autrement dit, les moteurs les plus faciles à faire, c'est des moteurs dithermes, une source chaude et une source froide. Dans le cas de la machine ditherme, comme je le dis depuis tout à l'heure, globalement, vous avez donc deux thermostats, un à une température élevée et l'autre à une température plus basse. Donc on peut donc les classer et on va leur donner des petits noms dans cette histoire-là. Donc c'est une dernière définition dans cette... Enfin, pas une dernière, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Aucune chance sur la dernière. Non, c'est quoi ce verre bizarre là? J'ai perdu mon verre sympa là. Ça c'est le verre sympa. Oui. Dans le cas d'une machine ditherme, les deux thermostats sont appelés source chaude et source froide. Avec des températures TF et TC, enfin TC et TF d'ailleurs dans ce sens-là, avec des températures TC et TF, et bien entendu, c'est quoi la comparaison entre TC et TF? TC est strictement plus grand que TF. Voilà. C'est une linéarité stricte. Si TF égale TC, vous avez une machine monotherme. C'est le même thermostat. Ouais. Pour une machine tritherme, Oui. troisième. Il y a justement là dans une tritherme, on dit T1, T2, T3 et on n'appelle pas ça chaud-froid. Mais du coup, par exemple, le troisième terme, on le met à combien? À chaud, à moyen? Bah justement, on ne met pas, mais on ne met pas non plus chaud et froid non plus. On dit T1, T2, T3 et on les classe, quoi. Voilà. Il n'y a que dans le cas de la machine ditherme qu'on peut dire un truc chaud et un truc froid. Parce qu'il n'y en a que deux, quoi. D'accord. Si on a trois, bah c'est fini. On est au clair là-dessus? Voilà ce que c'est qu'une machine thermique. Alors, on va passer au petit 2 si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Alors, le monde se divise en deux catégories, voilà. Et les machines aussi, d'accord? En gros, des machines, vous n'en avez que deux types, le deuxième type étant subdivisé en deux, d'accord? Donc, les types de machines, et je vais surtout mettre les types de machines... Bon, je vais faire ça. Types de machines. En fait, une fois que vous avez raconté ça, la seule chose qui va différencier les diverses machines, c'est leur objectif. La première grande subdivision, c'est est-ce que votre machine vous voulez fournir du travail à l'extérieur, vous voulez produire du travail, ça va s'appeler un moteur, ou est-ce que vous voulez consommer du travail pour faire autre chose? D'accord? Ça va s'appeler un réfrigérateur ou éventuellement une pompe à chaleur. D'accord? Voilà l'idée. Donc, un moteur est une machine dont le but est de fournir du travail à l'extérieur. Autrement dit, le travail reçu par votre fluide sur le cycle est comment? Je vais mettre ça en orange, propriété. Alors faites attention, on se place toujours du point de vue du fluide. Ouais, il est effectivement négatif. Un moteur est une machine qui réussit à faire un truc où le travail reçu par le fluide sur le cycle est négatif. Autrement dit, c'est l'extérieur qui reçoit du travail, effectivement. Ok, faites attention sur ce point de vue-là, dans cette histoire. D'accord, le travail fourni est positif, si vous voulez. C'est ça qu'on appelle un moteur. Les autres machines, celles qui au contraire vont consommer du travail, sont en fait divisées en deux catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on va appeler un réfrigérateur, dont le but en fait est de prendre de l'énergie et de refroidir quelque chose. D'accord? En général, de refroidir la partie froide du problème. D'accord?
Et l'autre, c'est les pompes à chaleur, dont le but du jeu est de chauffer quelque chose. D'accord ? Voilà l'idée. Si W sur le cycle est positif, on distingue les réfrigérateurs qui refroidissent la source froide Autrement dit, pour un réfrigérateur, par définition, QF sur un cycle. Et comment? Alors là, ça va être rigolo. Donc en gros, votre fluide, il veut refroidir la source froide. Petite remarque, on a besoin d'une machine pour refroidir la source chaude. On le met en contact tous les deux et ça marche tout seul. D'accord, voilà. Donc si vous voulez refroidir la source froide, ça signifie que votre fluide à l'intérieur doit prendre de l'énergie à la source froide. Autrement dit, il doit en recevoir. Ça, c'est positif. D'accord, dans cette histoire. Ouais. Et les pompes à chaleur, dont l'objectif est de réchauffer la source chaude. Bien sûr, c'est pas la peine d'avoir un truc pour réchauffer la source froide. Il suffit de les mettre en contact. Pareil. Oui. F cycle. F pour froid. Et donc, les pompes à chaleur dont le but est de réchauffer la source chaude. Donc là, on a tout simplement QC sur le cycle, qui doit être cette fois négatif, puisque vous balancez des trucs vers l'extérieur. Alors, cette distinction est uniquement une distinction d'usage. Une pompe à chaleur et un réfrigérateur, c'est la même chose. D'accord ? On peut vous baratiner dans tous les sens pour justifier que vous avez des climatisations inversées. C'est pas inversé, c'est le même putain de mécanisme. La question, c'est qu'est-ce qui vous intéresse à l'arrivée ? Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est la partie rafraîchissement, ou est-ce que c'est la partie réchauffement qui vous intéresse ? D'accord ? C'est la même bestiole. Ce qui nous intéresse donc essentiellement, et là vous commencez à toucher du doigt un truc important, c'est qu'en fait, on va classer les machines en fonction de ce qui nous intéresse. D'accord ? En fonction de l'énergie utile qui a été faite. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de définir de manière extrêmement générale les rendements ou les efficacités. Ce qu'on va appeler une efficacité, c'est donc, si on prend une machine 10 termes par exemple, mais ce n'est pas obligatoire, vous allez donc avoir 3 termes. D'accord ? L'énergie thermique prise à la source chaude, l'énergie thermique prise à la source froide, le travail pris à l'extérieur. En fait, en gros, il y en a un qui vous intéresse et un qui vous coûte du pognon. D'accord ? Pour un réfrigérateur, par exemple, ce qui vous intéresse, c'est ça. Et ce qui vous coûte de l'argent, c'est le travail que vous fournissez. C'est l'électricité que vous consommez. La partie source chaude, c'est-à-dire le fait que vous réchauffiez votre cuisine, ne vous intéresse absolument pas. Pour une pompe à chaleur, c'est un tout petit peu différent parce que ce qui vous intéresse, c'est au contraire l'effet de chauffage. D'accord ? Et ce qui vous coûte du pognon, c'est toujours le travail. Ça n'a pas changé. Pour un moteur, au contraire, ce qui vous intéresse, vous, c'est le travail. Par contre, ce qui vous coûte des sous, c'est l'essence, donc c'est la source chaude. D'accord ? Le rendement ou l'efficacité, ça va être le ratio entre le truc utile et le truc coûteux. D'accord ? Et on va regarder comment ça se passe. Donc ça, c'est pour toutes les machines. Donc on définit l'efficacité d'une machine par E est égal à la valeur absolue. Alors, je vais le faire comme ça, tiens. Donc c'est un rapport de deux valeurs absolues pour que l'efficacité soit positive, d'accord ? Donc de l'énergie utile sur l'énergie coûteuse. Voilà.
appelle l'efficacité, ce truc-là. L'efficacité, elle a un petit nom dans un cas très particulier. Si l'efficacité est structurellement plus petite que 1, on appelle ça un rendement. Une efficacité, en général, ça peut être plus grand que 1. Une pompe à chaleur, c'est une efficacité de 4, 5, 6, sans aucune forme de problème. D'accord ? Par contre, pour un moteur, c'est forcément plus petit que 1. D'accord ? Donc on est parti. Si E est structurellement inférieur à 1, on parle de rendement. Rho ou petit r, ça dépend des fois. Voilà, bon, on lui donne un petit nom. Et voilà. C'est la même définition. Le rendement et l'efficacité, c'est la même chose. C'est juste que si l'efficacité peut prendre n'importe quelle valeur, on garde l'efficacité. Mais si jamais on se rend compte que obligatoirement c'est plus petit que 1, on va appeler ça un rendement. Voilà. Et donc on va décliner ça pour les 3 types de machines qu'on vient de voir. Et ça, c'est à connaître par cœur. C'est les 3 définitions pour les 3 types de machines. Donc ceci se décline. Alors, pour un moteur, ceci se décline sur les machines d'itermes. Pour un moteur, l'efficacité, ça va être égal à quoi? Donc au numérateur, je vais mettre le travail en valeur absolue, puisqu'il est négatif de toute façon, d'accord? Donc ça va être la valeur absolue du travail sur un cycle, divisé par le transfert thermique qui provient de la source chaude, c'est-à-dire de l'essence, sur un cycle. Voilà pour un moteur, l'efficacité. Petite remarque, on va prouver dans pas longtemps qu'en fait c'est un rendement. Pour un réfrigérateur, petit e, ça va valoir quoi? C'est QF sur le cycle, effectivement, sur effectivement le travail reçu sur le cycle. Donc dans un réfrigérateur, ce qui vous consomme de l'énergie, c'est ce qu'il y a dans le compresseur là-bas. D'accord? Le fait de compresser le fluide pour le remonter à haute pression, pour qu'il puisse continuer son petit bout de chemin et faire du Joule Thomson à l'arrivée. C'est exactement à ça que ça sert. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez, on en reparlera parce que... bon, on en reparlera quand on fera le réfrigérateur. On regardera tous les tuyaux, à quoi ça sert. Il y a un peu de choses près. Voilà. Parce que je pense que rarement vous voyez votre réfrigérateur de dos. En général, il est collé au mur. Donc voilà. Ce qui est pas très malin, hein. On devrait littéralement coller les réfrigérateurs dehors. Ce serait beaucoup plus intelligent. Pour le coup, on va le prouver aussi. D'accord. Voilà. Ce qui vous permet par ailleurs de le débrancher dès que la température extérieure descend. Voilà. Mais bon. Et, pardon, c'était là que je devais aller, voilà. Et donc pour le troisième, qui est la pompe à chaleur, d'accord. Alors, est-ce que vous savez toutes et tous ce que c'est qu'une pompe à chaleur, grosso modo? On en parle beaucoup, moi, dans ma génération, ça savait absolument pas ce que c'était, moi je comprenais rien à cette histoire, d'accord. Mais maintenant, c'est un truc courant, d'accord. Une pompe à chaleur, c'est comme un radiateur, mais qui marche mieux. Vous en servez pour chauffer votre maison, d'accord. Et c'est en contact avec l'extérieur, c'est-à-dire que ça va en fait prendre de l'énergie du travail et de l'extérieur pour faire ça. En gros, vous regardez un réfrigérateur fonctionner, vous vous rendez compte que ça chauffe derrière, vous dites, ah bah tiens, en fait, ça serait pas con d'utiliser le truc chaud derrière. D'accord. Vous savez tous et tous qu'un réfrigérateur, ça chauffe. Oui. Si vous ne le savez pas, vous rentrez chez vous, vous mettez votre main derrière le réfrigérateur. C'est chaud, il fait chaud. Voilà, c'est pas compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles, théoriquement, vous n'êtes pas censé coller votre réfrigérateur au mur, chose que personne ne fait. Ça va se prendre de la place. Donc, pompe à chaleur, l'efficacité, ça va décompte le rapport en valeur absolue entre cette fois QC sur le cycle, ce qui vous intéresse, c'est de chauffer, et bien entendu, le travail sur le cycle, qui est en fait ce que vous dépensez en électricité pour faire tourner votre pompe à chaleur. D'accord sur ces 3 définitions-là? Voilà l'idée.
Donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer une fois qu'on a posé ça sur le papier. Vous voyez que tout ceci est relativement raisonnable, a priori, on a un certain nombre de choses. Et fondamentalement, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qui va marcher, quelles sont les contraintes apportées par la thermodynamique sur, grosso modo, les machines. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'il est possible de faire et qu'est-ce qu'il est strictement impossible de faire. Encore une fois, sans aucune connaissance d'un mécanisme quelconque. Ok ? On n'a absolument pas besoin de savoir que l'uranium existe pour connaître le rendement maximal du centrale nucléaire. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça, c'est qu'un embrayage, une transmission, des rapports de vitesse, des engrenages pour savoir qu'une voiture a un rendement maximal de 30%. Point barre. On n'en a pas besoin. Même si on n'a pas inventé la voiture, on sait déjà qu'une voiture va littéralement avoir pour seul effet de réchauffer l'atmosphère. Enfin, pour effet principal, en tout cas, de réchauffer l'atmosphère. 70% de l'essence que vous cramez, c'est à réchauffer l'atmosphère. Sachant que, in fine, comme vous passez d'une vitesse nulle à une autre vitesse nulle, de toute façon, vous réchauffez l'atmosphère, mais cette fois par frottement mécanique. Voilà. Ça sert qu'à ça. Hein. D'accord ? C'est pire avec un frigo, par ailleurs, mais bon. On est d'accord ? Oui. Ouais, il peut jamais. Enfin, pour une voiture, c'est le maximum. Oui, c'est maximum. Enfin, c'est maximum. Ça dépend. Après, tu mets du propergol dedans, tu vas réussir à monter un peu, mais... Enfin, non, pour réduire. Enfin, pour augmenter. Oui, il faut mettre des carburants qui brûlent de plus en plus à température de plus en plus élevée. C'est pas hyper compliqué. Enfin, pour moi, réchauffer l'atmosphère, faut mettre. Je sais pas comment. Non, c'est une histoire de rendement. De toute façon, une voiture passe d'une vitesse nulle à une autre vitesse nulle. Toute l'énergie que tu as cramée, elle a été dissipée en chaleur à un moment donné ou à un autre. Dans une première phase, parce que ton moteur n'est pas efficace. Dans une deuxième phase, parce que ta voiture, de toute façon, freine. Et à un moment donné, dissipe toute son énergie mécanique, son énergie cinétique, sport de frottement. Point barre, ça, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que même l'effet de déplacement, qui est quand même ce qui t'intéresse à l'arrivée, là, c'est que 30% de l'essence que tu brûles. C'est une des raisons pour lesquelles, quand on fait des calculs sur l'électrification du parc, par exemple, on sait que si vous remplacez les voitures thermiques par des voitures électriques, vous divisez littéralement par 2 l'énergie consommée, mécaniquement. Tout simplement parce que le rendement d'une voiture électrique, c'est à peu près 80%, alors que le rendement d'une voiture thermique, c'est en dessous de 30%. C'est très brutal. Voilà. C'est simple, entre guillemets. Oui. C'est des QC. C'est des Q chaud. C'est une source chaude. On va tout reprendre de toute façon après. Petit 3, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Thermodynamique des machines. Alors, par définition, vu que votre fluide fait un cycle, ça signifie qu'il revient au même état. Et donc, ça vous raconte que toutes les fonctions d'état, sans aucune forme d'exception, reviennent à leur valeur initiale. D'accord ? Donc ça, c'est le théorème fondamental sur toutes les machines. Par définition, qu'est-ce qu'on peut dire de delta de U sur un cycle ? Effectivement, elle vaut effectivement 0, parce que c'est une fonction d'état. Et donc, bing, votre système ne pique rien à l'arrivée. D'accord ? Sur l'ensemble du process, il va faire plein de trucs, mais à l'arrivée, lui, pour lui propre, delta U sur un cycle vaut 0. D'accord ? Ça va être la même chose pour H, évidemment, et ça va être la même chose pour S. Autrement dit, sur un cycle, ni l'énergie interne, ni l'enthalpie, ni l'entropie de votre système ne varie, tout simplement parce que, comme c'est une fonction d'état, vous revenez à votre état initial. Il n'y a pas de problème sur le sujet. On est d'accord là-dessus ? Donc ça vous raconte un truc extrêmement important. On a donc, il y a deux relations fondamentales pour les machines. C'est pas très compliqué. Le travail reçu sur un cycle plus le transfert thermique reçu sur un cycle est égal à 0. Sec. Voilà.
c'est pas un cycle. Ah si, vous avez un deuxième exo avec un cycle, c'est ça? Oui, tout à fait. Enfin, des deux choses, des trois choses, puisque enfin, vous avez trois étapes si je ne me trompe pas. Et donc, il faut faire la somme des trois travaux, la somme des... Je ne sais plus combien il y a d'étapes, mais il y a quatre étapes. Si vous faites la somme des quatre travaux et la somme des quatre transferts thermiques, vous devez tomber sur 0. Voilà. Comme il y a des isothermes dans le tas, il y en a déjà deux qui vont dézinguer quoi qu'il arrive. Voilà, mais ça marche, hein. C'est impitoyable. Et c'est pas, vous devez trouver à peu près 0, c'est comme ça que ça marche, quoi. D'accord? On est d'accord là-dessus? Ça, c'est la première conséquence. Vous démontrerez l'année prochaine, il y a un truc qui s'appelle le premier principe industriel, que le travail utile plus Q est égal à 0 aussi, à cause du delta H. Ça, c'est des choses que vous ferez l'année prochaine avec Madame Bourrès. On va exploiter la troisième relation, qui est que delta S est égal à 0. On a donc bien évidemment que l'entropie échangée sur le cycle plus l'entropie créée sur le cycle est égale à 0. D'accord? Que l'entropie échangée sur le cycle plus l'entropie créée sur le cycle est égale à 0. Or, qu'est-ce qu'on peut dire de ce truc-là? Je vais mettre créé ici pour pas que vous le confondiez avec chaud. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire de S créé sur le cycle? À aucun moment ça peut valoir 0. C'est pas une fonction d'état. Par contre, ça, le second principe vous dit que ce truc-là, c'est toujours positif. D'accord? Or, S créé est positif ou nul, et le cas de la nullité, c'est quand le cycle est réversible. Le cas de la nullité étant pour un cycle réversible. Dès que vous avez le moindre truc irréversible dans un cycle, littéralement cramer de l'essence par exemple, hein, qui est rarement réversible a priori, vous êtes d'accord que vous fabriquez rarement de l'essence en mettant de l'oxygène, du CO2, de la vapeur d'eau, tranquillement, hein, voilà, vous rangez même l'allumette à l'intérieur du paquet, hop, tranquillos, d'accord, ça marche pas. Donc dès que vous avez un truc irréversible dans votre machine thermique, alors forcément vous avez ce truc-là qui est strictement positif, donc ce truc-là qui est forcément négatif pour que la somme reste nulle à l'arrivée. SE sur le cycle est négatif ou nul, la nullité, encore une fois, n'arrivant que pour un cycle essentiellement réversible. Concentrez-vous, messieurs. Si vous apprenez pas chez vous, autant que vous appreniez maintenant. Mais si vous avez appris votre second principe, ce dont je doute puisque c'est pas au problème de colle, vous connaissez l'expression de l'entropie échangée lorsque vous avez une succession de monothermes. C'est petit Q, non, c'est petit delta Q. Là où, non, oui, non. Pardon, c'est la somme des Q sur C. sur la température extérieure. C'est ça, effectivement. Donc, vous avez que la somme sur I de I égale 1 N des QI sur T extérieur I est négative ou nulle si I désigne les N thermostats, d'accord? Avec I, le IM thermostat. Voilà. Ceci porte un nom, ça s'appelle l'inégalité de Clausius. Ah, j'y pense, parce que ça fait 3 fois qu'on pose la question et que j'oublie de régler ce problème. Vous allez m'ouvrir votre cours au paragraphe adiabatique réversible du gaz parfait. Voilà. Vous avez le temps d'écrire, voilà. Oui. Clausius, oui. Je l'écris mieux pendant que vous cherchez ça. Voilà. Clausius. C'est I égale 1. Oui, c'est juste je les ai numérotés. Pour une fois, je mets des indices propres. Donc, vous devez avoir un paragraphe dans votre cours qui est adiabatique réversible du gaz parfait. D'accord? Dans ce cours-là, vous avez 3 relations. PV puissance gamma égale constante, TV puissance gamma moins 1 est égale à une constante, et je ne sais plus laquelle, je ne la connais pas par cœur comme d'habitude, mais voilà, la troisième avec P et T. D'accord? P puissance gamma, T puissance 1 moins gamma, voilà. On est d'accord là-dessus?
Ces trois relations-là, c'est ça qui manque, ça s'appelle les relations de Laplace. Donc vous pouvez écrire dans la marge quelque part que ces trois relations s'appellent relations de Laplace au pluriel. Il y en a trois. C'est bon? Je l'ai écrit ici, hein, d'accord? J'ai oublié de donner leur petit nom. Je me suis rendu compte de ça en colle vendredi quand j'ai demandé à démontrer la relation de Laplace et que la relation de Laplace. Bon, je suis pas sûr qu'elle serait sortie de toute façon, mais voilà. On est d'accord? Vous voyez de quoi je parle? Donc c'est juste que ces trois relations ont un nom, elles s'appellent les relations de Laplace. C'est bon? Vous avez complété? Oui. Je répète quoi? Ce que j'ai répété 3 fois depuis dans les 5 dernières minutes alors que tu causais avec ton voisin. Voilà. Bien, donc, adiabatique du gaz parfait, PV gamma, TV gamma, ces trois relations-là, les trois relations de conservation de l'adiabatique du gaz parfait, s'appellent les relations de Laplace. C'est bon? Tout le monde est au taquet, tout le monde a compris pourquoi j'ai écrit relation de Laplace au tableau? C'est bon? Voilà. Bien. Donc voilà, je repars. Donc c'est le même Laplace que Laplace, quoi. C'est le même gars, quoi, à chaque fois. Ceci, donc, est l'inégalité de Clausius. D'accord? Ces deux relations-là sont les piliers fondamentaux de la thermodynamique. En fait, vous pouvez redémontrer toute la thermodynamique à partir de ces deux relations-là. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. D'accord? C'est exactement grâce à ça qu'on va avoir des contraintes fortes sur les machines, puisque toute machine thermique, quoi qu'il arrive, doit respecter ceci et ceci. Et ce, simultanément. Ça a l'air de rien comme ça, mais vous allez voir que ça va faire très très mal. D'accord? On est au clair là-dessus? C'est bon? Grand 4, si je ne me trompe pas. Étude générale des machines. Et on va littéralement traire ces deux relations pour qu'elles nous racontent tout ce qu'elles ont à nous dire. Oui. Démontrer l'égalité de Clausius? Non, non, tu pars de là? C'est tout le petit 3? Oui, oui, sous le petit 3, oui. Bah, j'ai beaucoup baratiné, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Hein. Delta S égale 0. Voilà, ça c'est dans le second principe, ça va vite, hein, globalement. Grand 4, si je ne me trompe pas. Étude générale des machines. Alors, ce qui va nous occuper le plus, c'est évidemment le moteur, tout simplement parce que factuellement, le fait de pouvoir faire bouger des trucs fait partie quand même de votre existence, d'accord? Le fait de créer des machines, à peu de choses près. Donc, je vous rappelle que l'intégralité de votre existence, quoi qu'il arrive, il n'y a pas un pixel de votre existence qui échappe aux machines aujourd'hui. Les vêtements que vous portez, la gourde que vous manipulez, le liquide que vous avez rempli pour le transporter ici, d'accord? Tout, grosso modo, est à un moment donné ou à un autre du travail produit par une machine thermique. D'accord? Après, cette énergie peut être convertie en électricité et ensuite vous pouvez en faire ce que vous voulez pour recharger vos téléphones portables, faire tourner des voitures, machin truc, et allumer des lampes, faire tourner des ordinateurs. Mais factuellement, à un moment donné ou à un autre dans le process, il y a une machine thermique. Une centrale à charbon, une centrale à pétrole, une centrale nucléaire, etc. etc. D'accord? Même dans le cas où vous utilisez un barrage, vous avez une machine thermique qui est la planète Terre, qui est grosso modo une source chaude, le Soleil, et une source froide, l'espace. Littéralement. Ben oui, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Comme on a des organes qui se comportent comme des machines. Non, 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 vous n'avez dans votre... vous... En fait, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de machine au sens où... Enfin, quoique. Si, en fait. En fait, si, ça marche. Mais en fait, c'est juste de l'énergie chimique que, grosso modo, qui est stockée. Et effectivement, tu vas la transformer en travail, plus ou moins, et ensuite, tu vas devoir tout évacuer à cause de Clausius. Ça c'est obligatoire dans ces histoires. Voilà. Ouais. La géothermie, c'est pareil. La géothermie, alors la géothermie, c'est un peu différent. C'est plutôt... en fait, la géothermie, c'est que tu récupères l'énergie gravitationnelle de ton nuage initial, à peu de choses près. D'accord? Donc la géothermie, c'est simplement le fait d'aller réchauffer un truc dans le fond parce que on sait juste qu'on gagne de la température en profondeur. Pas... Mais tu as une pompe. Sans pompe pour faire remonter le bousin, ça marche pas.
D'accord? Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, on va commencer par ça, on va bien sûr toutes les faire une par une, c'est le moteur. On est d'accord? Donc, petit 1, moteur thermique. Alors, question, est-ce que je peux produire du travail sans aucun autre échange? Est-ce que je peux produire du travail? Est-ce que donc un moteur zéro terme est possible? En fait, c'est pas très compliqué. D'accord? Soit un moteur zéro terme, c'est ce qu'on appelle un mouvement perpétuel au sens général du terme. D'accord? Voilà. Soit un moteur zéro terme. Qu'est-ce qu'on peut dire de Q cycle si vous avez un moteur zéro terme? Ouais. Il va être égal à 0, vous n'échangez de l'énergie sous forme thermique avec personne. D'accord. On a Q cycle égale 0, donc W cycle est égal à 0, ce qui pour un moteur est gênant. D'accord. Donc, c'était trivial, mais au moins c'est fait. Un moteur zéro terme est impossible. Petite remarque, quand vous voyez des mouvements perpétuels sur Internet, ce ne sont pas des mouvements perpétuels. Il y a un truc qui bouge, mais vous ne pouvez pas extraire l'énergie qu'il y a dedans. Les mouvements perpétuels, quand ils ne sont pas truqués par ailleurs, genre un pendule simple ou une corée comme ça, c'est-à-dire des choses qui en général procèdent d'effets de bascule pour minimiser le plus possible des frottements, et c'est en général vachement bien foutu, globalement, quand il n'y a pas un aimant dans le fond, hein, qui grosso modo balance un peu d'énergie dans ces histoires-là. Ceci n'est pas un moteur. Vous avez mis de l'énergie potentielle dans le tas, et vous faites un cycle conversion énergie potentielle, énergie cinétique en permanence. Point barre. Si vous essayez de tirer de l'énergie de ça, ça s'arrête. Net. D'accord? Donc vous êtes bien avec W cycle égale 0. Vous ne sortez rien de ce système-là. Qu'on soit clair. Okay? Donc, un moteur monotherme, zéro terme, pardon, est impossible. Pour celles et ceux qui aiment bien les grandes phrases un peu bizarres, un mouvement perpétuel de première espèce, ça, est impossible. Voilà. Donc, encore une fois, la thermodynamique n'interdit pas le mouvement perpétuel. La thermodynamique interdit le mouvement perpétuel sous certaines conditions, en particulier le fait de pouvoir extraire du travail d'un système sans lui fournir de l'énergie sous forme thermique. Donc après, on se dit, bon, avec un peu de chance, on va prendre un moteur monotherme. Oui. Un espèce de mouvement perpétuel. Un pendule simple dans le vide, c'est un mouvement perpétuel. Mais vous ne pouvez rien en faire. Vous ne pouvez pas tirer d'énergie de ça. Si vous essayez de prendre l'énergie qu'il y a dedans, il va s'arrêter instantanément. D'accord? Donc ce qu'on montre souvent dans les vidéos, c'est des mouvements où vous avez de l'énergie potentielle et vous montrez un nombre de cycles suffisamment long pour que vous vous ennuyiez dans la vidéo, où vous convertissez l'énergie potentielle en énergie cinétique. C'est juste un pendule simple, en gros, en mode plus compliqué, quoi. Voilà, mais c'est pas plus bizarre. Donc, et extrêmement souvent, dans les dispositifs que vous voyez sur Internet, il y a un électrode en dessous qui injecte un peu d'énergie à chaque passage, ce qui fait que là, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Est-ce qu'un aimant, un aimant seul, non, mais une bobine, oui. Je ne sais pas comment ça marche, mais est-ce que ça peut s'user un aimant? Non. Enfin, oui, ça suit un aimant. Ça dépend à quel champ, ça dépend, ça s'appelle user, mais il peut faire son alimentation. Il y a un truc que tu peux faire avec un aimant, tu prends un aimant, tu le colles sur un morceau de métal, pas ton frigo, et tu le fais chauffer avec un briquet, après l'aimant il tombe. Et tu passes la température actuelle. Si c'est du fer, c'est 480 degrés, si je ne me trompe pas, donc ça veut dire. Avec un briquet, ça va vite, un briquet ça 3000 degrés, donc pas de problème. Moins 1500, 2000, enfin voilà, c'est chaud quoi. Vous le voyez, vous voyez la flamme, c'est que la température est encore noire en visible quoi. Ouais. Oui, quand il refroidit, il va récupérer son aimantation, sauf si tu le soumets à un champ magnétique fort. Je reprends là-dessus. Donc on est parti, soit un moteur monotherme. D'accord? Donc je prends un moteur monotherme. On a un W sur le cycle qui est de quel signe? Vu que c'est un moteur, effectivement, négatif. On a W sur le cycle qui est négatif, donc Q cycle est obligatoirement positif. D'accord? Ça c'est obligatoire. Bon. Mais
on n'a que Q cycle sur la température du thermostat qui doit être négatif ou nul. À cause de Clausius. Donc vous avez un nombre qui est à la fois strictement positif et négatif ou nul, puisque la température est essentiellement positive, c'est en Kelvin, d'accord, dans cette histoire-là. Et donc après, ceci est impossible. Et ça, c'est beaucoup moins évident. Un moteur monotherme est impossible. Autrement dit, si vous chauffez un truc, vous ne pouvez pas produire du travail. Il faut impérativement qu'il se refroidisse à un moment donné ou à un autre. D'accord? Là, vous voyez que vous le chauffez, d'accord, il reçoit de l'énergie sous forme thermique, mais s'il ne se refroidit jamais, à aucun moment, vous ne pourrez produire du travail. En tout cas, vous ne pourrez pas faire de cycle. Vous pouvez faire un boulet de canon. Boum, voilà. Terminé en bas. D'où le fait que si je reprends la question de Samy tout à l'heure, typiquement, votre organisme réalise un moteur ditherme. Vous brûlez de l'énergie en interne, vous l'utilisez pour faire du travail, c'est-à-dire pour vous déplacer, d'accord, factuellement, mais vous devez vous refroidir. Vous devez être en contact avec l'extérieur. Sinon, ça ne marche plus à un moment donné ou à un autre. Sinon, votre température va monter, et puis là, vous allez mourir, mais même techniquement, vous avez pu réussir à pouvoir faire la machine ainsi. Ouais. Mais quand vous dites que le système doit se refroidir pour... Non, parce que ça, c'est comme ça. C'est impossible. La signure ne revient pas à l'état initial. Alors, il y a des gens un peu calés en mécanique. Vous savez ce qui se passe quand on enlève le liquide de refroidissement d'une voiture? Elle s'arrête. Elle s'arrête net. À un moment donné, vous faites boum, votre piston il monte et il ne se refroidit pas. Et il s'arrête. Voilà, c'est pas compliqué. Une voiture sans liquide de refroidissement, ça marche pas. Voilà. Pas compliqué. Donc, un moteur monotherme est également impossible. Voilà. Petite remarque, notre discussion ne concerne pas les moteurs électriques, d'accord? Un moteur électrique ne produit pas de travail. Un moteur électrique prend du travail sous forme électrique et on convertit une partie, 80% en l'occurrence, en travail mécanique. Et 20% en chaleur, par ailleurs, au passage. Ouais. Vous avez dit, pour augmenter le rendement d'une voiture thermique, Oui. il faut augmenter la température de l'eau. Oui, tout à fait. Bon, on va le voir tout de suite, c'est rendement carré. On est parti. Faut augmenter. Le problème, c'est qu'il faut augmenter simultanément la température de la source chaude, mais et le mieux, c'est aussi d'augmenter la réversibilité du problème. Or, plus tu as une différence forte entre la température des deux sources, plus le cycle va être irréversible. Donc, à un moment donné, ça coince. Voilà. On est d'accord là-dessus? Donc, donc ce truc-là, ça vous dit qu'un mouvement perpétuel de seconde espèce est impossible. D'accord? Donc, le moteur le plus simple, a priori, est forcément un moteur ditherme. D'accord? Voilà. Oui. Première espèce, c'est zéro terme. Deuxième espèce, c'est monotherme. Donc, le moteur thermique le plus simple est ditherme. Donc, si vous voulez un exemple, essence et liquide de refroidissement. Dans une locomotive, le charbon, l'atmosphère. D'accord? Ou plus exactement, de la vapeur d'eau qui va refroidir le truc et qui va s'évaporer. C'est pour ça que les machines à vapeur, c'est comme ça que ça marche. Vous avez plein de flotte, vous refroidissez le truc en faisant évaporer de l'eau. D'accord? Voilà, point barre. Si vous enlevez vous avez peut-être vu des westerns dans votre vie, d'accord? Vous devez mettre de l'eau dans les trains à charbon, parce que c'est ce qu'on consomme le plus en fait, en vrai. Et la flotte, puisqu'on passe notre vie à la faire s'évaporer pour refroidir pour assurer le moteur. Oui, Camille. Est-ce qu'une voiture hybride, c'est un critère? Une voiture Attends, c'est quoi la question? Est-ce qu'une voiture hybride, c'est un critère? Non, une voiture hybride, c'est une voiture qui est un moteur ditherme, normal, à essence, et qui utilise, que tu peux charger pour faire de la conversion de travail entre les deux. Rien à voir avec une tritherme. Non. Bon, après, il y a un autre nom pour ça, c'est juste de la merde. Non, il faut le dire, les voitures hybrides ont été déclassées partout. Dans les pays qui se penchent sérieusement sur le sujet, c'est-à-dire pas la France, vraiment, les voitures hybrides, c'est le pire des deux mondes. On consomme plus d'essence parce que les voitures sont trop lourdes,
On n'a pas l'autonomie, on a des gâchis de rendement énormes. C'est probablement les voitures les plus polluantes qu'on ait jamais inventées, les voitures hybrides. C'était une des pires, vraiment une mauvaise idée très très forte. Vaut mieux une diesel qu'une hybride pour le coup. Ouais. Les moteurs N-thermiques sont réalisables ou il y a Les moteurs N-thermiques sont tout à fait réalisables, ce qu'on appelle moteurs à combustion étagée. C'est juste beaucoup plus complexe à mettre en œuvre et donc en général on fait le plus simple. Mais tu peux faire des moteurs. Plus tu augmentes le nombre de thermostats, mieux tu te portes. Mais par contre, plus tu augmentes la complexité du système. Voilà. Donc en général on fait du ditherme parce que pas compliqué. Bien, donc on est parti. On a donc, alors mon moteur je vais le dessiner comme ça. Il est temps de faire un petit dessin. Alors en général quand vous avez un système thermodynamique vous mettez un petit Grunepunkt ici pour dire j'ai fait un cycle, d'accord, voilà. Donc en gros vous recevez du travail, d'accord. Vous avez ici votre thermostat à TC duquel vous recevez QC et vous avez votre thermostat à TF duquel vous recevez QF. Vous voyez que j'ai enlevé le mot cycle, d'accord. Pour l'instant, je m'intéresse à chaque fois. Toutes ces grandeurs sont sur un cycle. Autrement dit, ça c'est le travail reçu sur un cycle. QF reçu sur un cycle. QC reçu sur un cycle. On est d'accord? Voilà. On va tout réécrire pour avoir les diverses relations. Première étape, W plus QF plus QC vaut 0. Ça, c'est le fait que votre énergie interne ne varie pas sur un cycle. On est d'accord là-dessus? Deuxième relation, QF sur TF plus QC sur TC est négative ou nulle, d'après l'inégalité de Clausius. D'accord? Ça vous raconte que l'entropie créée est toujours positive, donc que l'entropie échangée est forcément négative ou nulle. J'en profite également pour vous rappeler le rendement, enfin l'efficacité pour l'instant, vous ne savez pas que c'est un rendement encore. L'efficacité, ça vaut quoi? Ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça vaut effectivement la valeur absolue du travail sur la valeur absolue de QC. C'est l'efficacité d'un moteur, le travail c'est ce qui vous intéresse, QC c'est ce qui vous coûte des sous. Surtout en ce moment. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, on va essayer de regarder les contraintes, d'accord? Grosso modo, est-ce qu'on s'y prend mal? Ouais, est-ce que globalement, ça va bien se passer. Alors, quelle est la seule chose que j'ai pas écrite et qu'on sait sur les signes? Quel est le seul terme dont on connaît le signe? Effectivement, on sait que le travail, par définition, est négatif, sinon vous n'avez pas de moteur. D'accord là-dessus? Voilà l'idée. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on a donc le fait que QF plus QC est forcément de quel signe? Positif, d'accord? Donc, alors déjà, est-ce que les deux peuvent être positifs? Si les deux sont positifs, vous voyez que si vous mettez ça dans Clausius, c'est pas bon, d'accord? Puisque vous avez une somme de termes positifs. Donc vous en avez forcément un qui est positif et l'autre qui est négatif, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que QC est négatif. Par exemple, est-ce qu'on peut prendre la source froide pour donner la source chaude? D'accord? Et je vais voir ce que ça donne. D'accord. On suppose que QC est négatif. D'accord? On va voir un peu ce qui se passe dans cette histoire. Okay. Oui. C'est juste un cas particulier ou c'est tout le temps QC est négatif? Non, non, je suppose ça. D'accord? Je vais faire un raisonnement par l'absurde. D'accord? Voilà. On a donc
comment je vais le faire. Je suis en train de m'embrouiller tout seul comme un vent. Attendez, parce que cette démo, elle est chiante. Il faut juste que je me... Oui, d'accord, c'est ça. On a donc que QF sur TF est plus inférieur ou égal à moins QC sur TC. Vous êtes d'accord avec ça? C'est bon? Et je peux diviser par moins QC, qui est positif. C'est clair? Donc, QF sur, enfin, moins QF sur QC est inférieur ou égal à TF sur TC. C'est pas ça qui m'intéresse, je suis sûr. Ah oui, c'est ça l'idée. On est d'accord que ça, c'est plus petit que 1 TF sur TC, par définition. On est clair là-dessus? D'accord, parce que TF est plus petit que TC. C'est bon? Ouais. Or, en fait, moins QF sur QC, c'est égal en fait à valeur absolue de QF sur valeur absolue de QC. Vous êtes d'accord avec ce truc-là? QF est essentiellement positif, sinon ça ne marche pas. Et QC étant négatif, moins QC, c'est égal à sa valeur absolue. Donc en fait, la valeur absolue de QF sur la valeur absolue de QC est inférieure ou égale à 1. Je me suis trompé quelque part? C'est bon? Voilà. On est au clair là-dessus? C'est bon? Voilà. Oui. Pourquoi on passe d'une inégalité large à une inégalité stricte? Ah, parce que TF est différent de TC. Hein. Oui, mais pourquoi on a différents... Ah, pardon, c'est ce truc un peu manqué. On est d'accord là-dessus? Voilà. Et donc, ça vous raconte que QC en valeur absolue, c'est plus grand que QF. Vous êtes d'accord avec ça? Mais ça marche pas. Parce que ça veut dire que si vous enlevez les valeurs absolues, c'est-à-dire que QC plus QF va être négatif. QF va être positif et QC en valeur absolue est plus grand. Donc ce que vous allez enlever, en fait, littéralement, ça va vous donner un truc négatif. On est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est une contradiction. Or, comme QC plus QF est positif strictement et que QC est négatif, d'accord? Et bien en fait, si QC est plus grand en valeur absolue que QF, et bien ce truc-là, il sera a priori négatif. D'accord? Contradiction. Autrement dit, ce que j'ai supposé au départ ne peut pas être juste. Quoi qu'il arrive dans un moteur thermique, vous devez prendre de l'énergie à la source chaude. Et donc en restituer à la source froide. Premier théorème. Je t'écoute. Or, Comme QC plus QF est positive et que QC est négatif, ceci est impossible. D'accord? Vous voyez bien, grosso modo, si on met des chiffres, hein, ça vous raconte, je sais pas, que QC ça vaut genre 5 et ça vaut 3, et que 3 plus moins 5, ça doit être positif. Donc ça colle pas. Donc, premier théorème, un moteur ditherme doit prendre à la source chaude il faut que QC soit négatif. Petite remarque, dans la démonstration formelle, c'est là que ça se passe. C'est quand j'ai divisé par moins QC, j'ai dit regardez c'est positif donc je ne change pas mon signe. Si au contraire il est positif, je claque, je suis obligé de faire ça à cause du fait que je divise par un nombre négatif. QC négatif est donné à la source froide. Autrement dit, QC doit être positif et QE doit être négatif. Voilà. On est d'accord là-dessus?
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, on va essayer de comprendre un peu comment ça se passe. D'accord? Or, on a toujours que QF sur TF est inférieur ou égal à moins QC sur TC. Ça n'a pas changé, c'est les juste qui vont raconter ce truc. D'accord? Mais cette fois, on connaît les signes. On sait que QC est positif et que QF est négatif. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout multiplier par moins 1. Ou plus exactement par moins TF. D'accord là-dessus? Donc, QF. Est-ce que ça m'intéresse vraiment ça? Attendez, je regarde. Non, ça ne m'intéresse pas ça. Je vérifie, hein, juste, je regarde les résultats qui m'intéressent. Moins QF, c'est la valeur absolue. Oui, mais ça, je m'en fous en fait. Non, pardon. Or, on a toujours, par exemple, que QF plus QC doit être positif strictement. D'accord? Mais cette fois, comme on sait que QC est positif et que QF est négatif, ça vous raconte... Oui, bon, en fait, on s'en fout. Non, pardon, je me bats avec ça. Non, c'est bon, c'est pas ça que je veux comparer. Excusez-moi. Pardon, c'est bon. Bien. Non, mais je sais pas ce que je fais. Enfin, si, je sais, mais c'est pas le bon chemin. On est parti. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir quel est le rendement maximal du moteur. C'est ça qui m'intéresse. Or, on a que l'efficacité, c'est donc la valeur absolue de W sur la valeur absolue de QC. Et donc là, comme je connais les signes de tout, d'accord, W est négatif, QC est positif, je vais donc pouvoir virer les valeurs absolues et commencer à m'exciter avec ce truc-là. D'accord? Donc ça, en fait, c'est moins W sur QC. Tout simplement parce que W est négatif et que QC est positif. Donc tant que vous ne connaissez pas les signes, vous ne pouvez pas vous battre avec le rendement, avec l'efficacité. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça, en fait, je vais dire que, or, W, c'est moins QF plus QC. D'après le premier principe et la nullité de delta U sur le cycle. Donc, en fait, je vais pouvoir tout simplement dire que E, c'est donc égal à QF plus QC sur QC. Autrement dit, c'est égal à 1 plus QF sur QC. Ce truc-là étant essentiellement strictement négatif. Puisque QF est négatif et que QC est positif. Autrement dit, pour un moteur, l'efficacité est structurellement plus petite que 1. On va donc parler de rendement. Donc à partir de maintenant, je change de notation et j'appelle ça ρ. Donc, ρ, c'est égal à 1 plus QF sur QC. Oui. C'est positif, c'est la chose qu'on sait. C'est positif parce que c'est un rapport de deux valeurs absolues. Ça ne se voit pas dans l'expression ici. Ce que ça te raconte, c'est que QF en valeur absolue est plus petit que QC, sinon effectivement tu détailles. Voilà. On est parti. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'essayer de majorer ce terme-là. Si j'arrive à majorer ce terme-là, alors j'arrive à majorer ρ. Concentrez-vous, messieurs. Vous n'êtes pas dedans. Ouais. Ah non. Bien. Non, mais sincèrement, en fait, hein, vraiment, j'ai l'impression d'enseigner à des gosses, là. Là, on est en train de faire un truc compliqué. Ça fait 2 semaines que vous en avez rien à foutre. Donc, à un moment, ça se voit quand même. Je vous rappelle qu'à la rentrée, je vous rate pas, hein, on commence l'induction. Hein. Donc, il n'y aura pas de pause. D'accord? Donc, on reprend. Donc, je veux majorer ce terme-là. Parce que si j'arrive à majorer ce terme-là, j'arriverai à majorer mon rendement. Je tiens encore une fois à attirer votre attention sur le fait que je n'ai aucune idée de comment un moteur, ça fonctionne. Je peux faire ce calcul avant même qu'un moteur n'existe. D'accord? Juste, c'est quoi les limitations structurelles si un jour je veux inventer ça? Ok? Donc on est parti. Or, QF sur TF, c'est inférieur ou égal à moins QC sur
TC. Ça, c'est mon inégalité de Clausius que j'ai écrit tout à l'heure. Il fallait que je fasse l'efficacité avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser cette fois par QC. QC qui est positif, donc j'ai pas de problème. Bon, encore une fois, vous ne pouvez pas faire ces calculs-là tant que vous ne connaissez pas le signe de tout. D'accord? Donc ici, QF sur QC, c'est inférieur ou égal à moins TF sur TC. Là, il n'y a pas de problème, j'ai divisé que par des grandeurs positives. J'ai pas de souci avec mon inégalité dans cette histoire. Théoriquement, vous êtes à un niveau en maths où vous savez que les inégalités, il faut s'en méfier comme la peste. D'accord? Dès qu'on commence à faire des divisions et des multiplications. Et donc, ça vous donne un truc extrêmement important pour un moteur. Rho est forcément inférieur ou égal à 1 moins TF sur TC. Et par définition, 1 moins TF sur TC, ça s'appelle le rendement de Carnot. Par hommage à ça, a dit Carnot, qui, par un raisonnement qui paraît pas très bon, mais ça c'est pas très grave, a trouvé pour la première fois cette inégalité. D'accord? Oui. C'est pour ça qu'on doit augmenter la température. Exactement. Ça vous raconte la chose suivante, votre rendement est structurellement majoré par 1 moins TF sur TC. Autrement dit, si vous réussissez à augmenter considérablement la température de la source chaude, ce terme-là devient de plus en plus faible, et donc vous arrivez à avoir des choses comme ça. Si vous prenez un moteur normal, d'accord, un moteur à explosion, la source froide est grosso modo à 300 Kelvin, c'est l'atmosphère ambiante, d'accord, et la source chaude est à peu près à 700 Kelvin, d'accord, un peu de choses près. En gros, vous avez donc un facteur un peu inférieur, un peu supérieur à 2 dans cette histoire, ou à 1,5 là-dedans, et donc ça vous donne un rendement de l'ordre de 30-40%, et vous ne pouvez rien faire de plus. Vous n'avez pas le choix. Donc en fait, on pourrait se dire, bah, ça c'est pas grave, il suffit de mettre du plutonium dans un moteur. Et en fait, là, l'énorme problème que vous allez avoir, c'est qu'en fait, vous allez avoir des problèmes de réversibilité, parce que ceci est un majorant, ça ne veut pas dire que ρ égale ça. D'accord? C'est-à-dire que ρ ne peut pas dépasser ça. Et donc en fait, dans quel cas on a une égalité? D'où elle vient l'inégalité en fait dans tout ce calcul? Elle vient de là, et elle vient donc de l'inégalité de Clausius, qui est une égalité dans le cas réversible. Donc ça, c'est un deuxième truc. On a ρ égale ρc pour un cycle réversible. C'est obligatoire. D'ailleurs, on va contraindre fortement les cycles réversibles. Pour un cycle réversible, ρ est égal à ρc. Il faut être assez clair dans ce truc-là. Donc, le problème, donc, si vous dites, en fait, je vais mettre un truc énorme et un TC très élevé, vous allez augmenter le rendement de Carnot, mais vous allez complètement casser la réversibilité, parce que le caractère adapté de votre transformation, elle, ne va pas du tout marcher. Je vous rappelle que votre gaz, il doit passer extrêmement rapidement de TF à TC, quand même. Et donc, en fait, vous avez un espèce de compromis un peu dégueulasse à trouver, qui est que, dans le principe, vous n'avez pas de possibilité d'augmenter TC à fond, pour une simple et unique raison, que si vous augmentez TC à fond, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez augmenter le rendement maximal, mais vous allez en fait diminuer votre rendement à cause de l'irréversibilité. Vous augmentez le plafond, mais vous vous en foutez, parce que de toute façon, c'est pas ça qui vous limite. Au contraire, si vous essayez d'augmenter la réversibilité, vous allez faire en sorte de rapprocher TF et TC, et vous voyez que si vous rapprochez TF et TC, par contre, vous faites descendre le plafond. Voilà l'idée dans cette histoire. Ce que ça vous raconte également, c'est que dans un moteur, comme ça, c'est inférieur à 50%, quoi qu'il arrive, ça signifie que la majorité, le flux thermique le plus important parmi les trois termes, d'accord, c'est QF, entre le travail, c'est-à-dire que vous prenez QC, et le travail ne représente qu'une fraction minoritaire de QC. Autrement dit, et ça c'est vrai pour une voiture à essence, dans une voiture à essence, enfin essence au sens à combustion, dans un moteur à combustion, en fait, il y a 70% de l'essence que vous brûlez qui part
directement dans la source froide. Directement. D'accord? Que vous ne verrez jamais sous forme de travail. Et ça, c'est pas parce que les ingénieurs sont nuls, rien à voir avec le fait qu'on ne sait pas construire des moteurs corrects, c'est à cause de ça. Il n'y a rien à faire sur le sujet. C'est structurel. Ça sera vrai sur une centrale nucléaire. Par exemple, le rendement de centrale nucléaire, c'est entre 22 et 25%. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quand même, il faut quand même le dire très nettement, vous avez 75% de l'uranium que vous cramez, qui sert littéralement à réchauffer la rivière du coin. Ça sert qu'à ça. Et vous pouvez rien y faire. Et ça, c'est un enseignement très fort de l'entropie, en fait. Vous êtes d'accord que tout ceci vient du second principe, en fait. Ça vient du fait que, grosso modo, quand vous allez vouloir contraindre la nature, c'est-à-dire en fait faire en sorte de faire des processus qui spontanément n'arrivent pas, parce qu'il faut bien comprendre quelque chose quand même. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est essayer de prendre un truc complètement désorganisé, grosso modo la source chaude, balancer des trucs dans la source froide et essayer de récupérer un truc organisé au milieu. C'est ça que vous essayez de faire. Spontanément, ça n'arrive pas. Juste à aucun moment. À aucun moment, pour un truc chaud, un truc froid, vous mettez un petit moulin à côté et tout d'un coup, le truc se met à tourner. Ça ne marche pas. Il faut se battre avec ça parce qu'il faut se battre contre l'entropie. D'accord? Ici. On est au clair sur cette démonstration? C'est une démonstration pas compliquée. D'accord? Il faut juste se méfier comme la peste des manipulations d'inégalité. D'accord? Voilà. Donc ce truc-là, ça porte un nom, ça s'appelle le théorème de Carnot par ailleurs. Si vous avez envie de le noter, dans les questions de cours, il y a marqué... voilà. Oui, je t'écoute. C'est l'inégalité là? C'est l'inégalité, oui. C'est le fait que ρ est inférieur ou égal à ρc, quoi qu'il arrive. Voilà. J'ai appelé ça le théorème de Carnot, mais c'est... Dans les questions de cours, j'ai démontré le théorème de Carnot qui est le rendement maximal d'un moteur. Hein. C'est pas... Voilà. On est d'accord là-dessus? Donc, sur les moteurs, vous avez une contradiction. Enfin, voilà, vous avez des contraintes fortes. C'est comme ça. Tout moteur qui ne satisfait pas à ça n'est soit pas un moteur thermique, auquel cas c'est un autre moteur, parce que mécaniquement, ça sert à bouger les trucs, mais en fait, vous prenez du travail et vous en faites un autre. Sinon, c'est un moteur qui est impossible. Qui viole le second principe de la thermodynamique. Et encore, alors ça, c'est tellement un truc dont on est sûr, que globalement... Je vous l'ai déjà dit, hein, les bureaux des brevets refusent les moteurs, les inventions qui violent manifestement le premier ou le second principe. Juste rentrer chez nous. Ouais. Pour la question 4.3, c'est tout ce qu'il y a avant, c'est juste l'expression de ρ. Donner le théorème de Carnot, c'est ça, c'est ρ, c'est ça le théorème de Carnot. Le démontrer, c'est tout ce qui est avant, oui, effectivement. Okay. Voilà. Sachant que, en vrai, je ne suis pas gentil avec vous, mais au programme, vous êtes censé admettre que QC est positif. Vous n'êtes pas censé vous continuer la démonstration. Donc si je vous la pose en question de cours, on admettra que QC est positif, qui vous enlève quand même la partie la plus pénible de la démonstration. Et qui est largement à votre portée, hein, c'est vraiment pas l'absurde, il faut juste faire un peu attention. Donc voilà. Petit 2, si je ne me trompe pas. Petit 3, j'ai fait les moteurs. Petit 2, réfrigérateur. Climatisation. Alors déjà, un réfrigérateur et une climatisation, c'est la même chose. Vous avez un truc chaud dehors, vous voulez dans un truc froid. La seule différence, c'est la taille de l'enceinte. Un frigo, c'est un truc plus ou moins intelligent parce que vous avez une enceinte petite, fermée et qu'on espère adiabatique, d'accord? Une climatisation, c'est complètement con parce que vous avez un volume hyper élevé, ouvert, etc., etc. D'accord? Voilà. On va en plus regarder à quel point c'est con une climatisation. D'accord? On va avoir tendance à vouloir de plus en plus en utiliser pour pallier à un effet qui est littéralement causé par la climatisation. Ouais. On dit isoler la maison. Est-ce qu'on dit rendre adiabatique Alors, il n'existe aucune isolation adiabatique, ne serait-ce que par rayonnement du corps noir. Par rayonnement du corps noir, ne serait-ce que tout va tout le temps à s'équilibrer thermiquement, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, ce que tu fais en général quand tu veux isoler une maison, c'est en fait augmenter le temps avec lequel ta maison se refroidit. Le principe étant le suivant, si tu arrives à dépasser 12 heures,
par exemple. Et grosso modo, bah, le temps que dehors se refroidisse, toi, ça va descendre très lentement et tu vas récupérer le truc le lendemain en ouvrant tes fenêtres, par exemple. Un grand classique, voilà. Donc c'est ça qu'en général, l'idée, c'est de réduire le temps de thermalisation et aussi les amplitudes. En fait, il s'avère que tout ceci est un filtre, majoritairement. Tu as des variations temporelles qui sont la somme de deux sinus, un sinus de période 24 heures et un sinus de période 1 an, un peu de choses près, c'est la somme des deux. Grosso modo, la température varie comme ça et varie aussi comme ça, à la louche, d'accord. Et donc, grosso modo, tu vas faire un sélecteur séquence fréquentielle. En général, tu essaies de faire un filtre passe-bas, de préférence, pour que, grosso modo, les variations thermiques de la journée ne se voient pas. D'accord. Sauf si tu ouvres les fenêtres, auquel cas tu casses la linéarité, tu fais rentrer le chaud, et puis le soir, tu fermes, et voilà. D'accord. Ce qu'on appelle l'effet de cave, c'est ça. Une cave, c'est un truc qui reste toujours frais en période 24 heures, qui éventuellement peut avoir des grandes variations saisonnières. D'accord. Et l'objet étant de les atténuer ou de faire encore mieux si tu as fait une cave intelligente parce que tu as neigé ton terrain, théoriquement elle est plus chaude en hiver et plus froide en été. Tu as un déphasage de 12 heures. Quand tu fais une bonne isolation de maison, c'est un déphasage de 12 heures. En gros, tu fais en sorte que, et ça marche très bien pour l'été, en particulier quand il fait très chaud, c'est la nuit que tu vas ressentir ça, donc là tu peux ouvrir les fenêtres pour casser le problème, et dans la journée, tu n'es pas en train de crever sous les toits. Voilà. C'est un peu les deux. C'est ça qu'on appelle isolé. En général, on ne se pose pas de questions, on met plein de trucs. Et puis voilà, plus il y en a, mieux plus on est content. D'accord. On est parti. Réfrigérateur. Donc, alors, on a toujours les mêmes équations de base. Hein. Alors, déjà, non. Ce que je vais faire avant, c'est ça que je vais faire pour finir. Imaginons un réfrigérateur monotherme. Donc, ok, donc grosso modo, j'ai qu'une source froide que je veux refroidir, d'accord, et j'injecte du travail pour ça, d'accord. Donc, soit un réfrigérateur monotherme. On veut que Q sur le cycle soit donc positif. Vous recevez de l'énergie de la source froide que vous voulez refroidir, d'accord. Et que Q sur le cycle sur la température extérieure soit négative ou nulle. Bon bah, c'est réglé. Il n'existe pas de réfrigérateur monotherme. Donc un réfrigérateur, pour fonctionner, doit forcément être en contact avec deux sources. Une source froide que vous voulez refroidir et une source chaude que vous voulez réchauffer. D'accord. Enfin, que vous voulez... voilà, vous êtes obligé d'avoir les deux. Donc voilà. Donc le réfrigérateur le plus simple est ditherme. On a littéralement les mêmes choses que tout à l'heure. Je refais exactement le même dessin. D'accord. TC, QC, TF, QF. Alors, avant de continuer, on va essayer de faire des choses. C'est quoi ça? Dans un frigo, c'est quoi? Cette partie-là. Le truc qui a une température froide. Non, ça ne peut pas être le gaz. Le gaz, c'est le système. Non plus. C'est effectivement l'intérieur du frigo. C'est ça que vous voulez refroidir. Votre source froide, c'est l'intérieur du frigo. Et votre source chaude, c'est qui? C'est derrière. C'est derrière, c'est la cuisine. D'accord? Votre système, c'est le fluide qui circule à l'intérieur. D'accord? Votre système est en contact thermique. Alors, dans un frigo, ça ne se voit pas en général, c'est derrière les parois. Par contre, si vous avez un congélateur, vous les voyez, les tuyaux. Ils circulent en général dans les grilles. D'accord? Donc là, c'est le moment où votre système est en contact avec la source froide. Et ce que vous avez devant vous, là, c'est le moment où votre système est en contact avec la source chaude. D'accord? Ça, c'est l'arrière du frigo. J'ai juste distingué un frigo. Vous êtes d'accord là-dessus? Si on essaie de comprendre un peu ce qui se passe physiquement avant de continuer dans un frigo, vous avez un cycle relativement simple. Vous avez un système qui va être compressé. D'accord? Donc vous avez un gaz qui au départ est à basse pression et qui va sortir à haute pression. Comme cette compression est en général adiabatique parce qu'elle est brutale, votre gaz va monter en température et en pression.
Une fois donc qu'il est en température haute et en pression, il va donc circuler vers l'extérieur. D'accord? Il va se refroidir au contact de l'extérieur. Donc vous sortez à grosso modo 50 degrés du compresseur, ce qui est au-dessus de la température de votre cuisine. Si vous avez déjà lu un manuel de frigo, c'est écrit dedans que ça ne marche pas au-delà de 45 degrés. Parce que vous ne pouvez pas refroidir le truc spontanément. Donc votre gaz chaud va se refroidir au contact de la cuisine. Et en général, c'est un fluide, il va donc se liquéfier en faisant ça. D'accord? Donc là, dans tous les tuyaux, en fait, votre truc se liquéfie. Une fois qu'il est intégralement liquéfié, il va subir une détente de Joule-Thomson. Cette détente de Joule-Thomson va le faire tomber en température et va le faire partiellement se réévaporer. Et là, il va tomber à une température qui est inférieure à celle du frigo. Il va donc se réchauffer au contact du frigo, jusqu'à atteindre un truc complètement gazeux qui est prêt à être compressé en sortie du compresseur. Donc voilà comment marche un frigo. Donc votre fluide, il est plus chaud que l'extérieur en sortie du frigo, en sortie du compresseur, et il est plus froid que l'intérieur quand il rentre dans le frigo. C'est à cette seule condition-là que vous pouvez fournir de l'énergie à l'extérieur, par refroidissement dans ce que vous voyez là-bas, et vous pouvez piquer de l'énergie à l'intérieur, parce que l'intérieur va en fait réchauffer votre système. D'accord? Spontanément, vous pouvez faire toute la partie intérieure du frigo. Si vous avez un truc à haute température, vous pouvez le faire spontanément se refroidir au contact de l'extérieur, spontanément faire une détente de Joule-Thomson, sans aucune forme de problème, et spontanément se faire réchauffer au contact de l'intérieur. Oui. C'est toujours le même gaz, c'est toujours le même. C'est un système liquide-vapeur, c'est toujours le même. C'est fermé, il n'y a aucun problème. Voilà. Moi, quand j'ai fait ça, j'ai envie, c'était fini, voilà, il marche plus. Et une fois que vous êtes là, vous êtes mort. Si vous n'avez pas de compresseur, vous ne pouvez pas remonter en température. C'est pour ça qu'il faut injecter du travail. Il faut injecter du travail pour réchauffer le gaz. Essentiellement, le travail va servir à réchauffer le truc pour que le cycle reprenne. Pour que l'énergie que votre fluide a piquée à l'intérieur puisse être évacuée de façon spontanée vers l'extérieur. On est OK? Donc, on va regarder les contraintes sur le sujet et on va voir ce qui se passe. Et on fera ça, bien entendu, demain matin, parce qu'il est 5. Et que, grosso modo... Non, c'est à 10 qu'on finit? Ah, j'ai le temps encore. J'ai le temps. J'ai le temps. C'est 10 qu'on finit, quand même. Voilà. Donc, on y va. Non, c'est pas 15 qu'on commence en avance. Ah, mais j'ai effacé ça. Bon, c'est pas grave. Je le refais. TC, QF, TF, voilà. Alors, on va lister surtout les choses dont on va avoir besoin. On a toujours W plus QF plus QC qui est égal à 0. Ça, c'est toujours les mêmes relations. Ça ne change pas depuis le début de la séance. On a également Clausius. Oui, je t'écoute. Si c'est QF et T... Non, c'est QC et TC, c'est bon? Non, ah oui, non, bah, pardon, j'ai... C'est TC et QC et TF et QF. Voilà, bon, c'est pas méchant. On est d'accord qu'on a toujours ça? On a toujours également le fait que QF sur TF plus QC sur TC est négatif ou nul. Ça, c'est la base. Là, ça va être beaucoup plus simple parce que ce que vous savez, c'est que QF est positif strictement. Tout simplement parce que c'est l'objectif de votre frigo. Petite remarque, si vous voulez uniquement transférer de l'énergie d'une source chaude à une source froide, vous n'avez pas besoin de machine. Vous les mettez en contact. Puis, vous allez avoir un fluide entre les deux. Okay? Donc, QF est positif. Ça, c'est la définition du frigo. On est d'accord là-dessus? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur QC? Ouais, c'est forcément strictement négatif. D'après Clausius, c'est obligatoire. Oui. Et effectivement, on va le voir sans problème majeur. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Et ça, effectivement, ça va être la seule chose que je vais démontrer avant que vous ne partiez. On a donc, alors on y va, QC sur TC est inférieur ou égal à moins QF sur TF. Vous êtes d'accord avec ça? C'est manipulation de l'idée de Clausius. Et je vais tout multiplier par moins TC. D'accord? Donc je vais avoir moins QC qui va être supérieur ou égal, puisque j'ai multiplié par une quantité négative, d'accord, à TC facteur de TF, facteur de QF sur TF, pardon.
Et ce truc-là est strictement plus grand que QF. Parce que TC est plus grand que TF par définition. D'accord? Ça, en fait, c'est la valeur absolue de QC, puisque QC est négatif. D'accord? On est au clair? Thermiquement, le premier effet d'une climatisation est de réchauffer la source chaude. Une climatisation et un frigo, c'est un chauffage, avant tout. Le premier effet d'un réfrigérateur ou d'une climatisation est de réchauffer la source chaude. Autrement dit, et je terminerai là-dessus, quand on entend des gens qui expliquent que la solution au réchauffement climatique, c'est la climatisation, ces gens-là sont des assassins, littéralement. D'accord? Les villes climatisées se réchauffent d'entre 0,1 et 0,2 degrés tous les ans. Tous les ans. La climatisation est un cauchemar. La climatisation est un phénomène qui va aggraver la raison pour laquelle vous utilisez de la climatisation. D'accord? Je vous invite à aller à Madrid, en plein été, les magasins à 17 degrés, les portes grandes ouvertes. C'est génial. Ces gens-là devraient tous être mis en prison. D'accord? Ouais. C'est ça. Ça chauffe, oui. C'est d'une brutalité sans nom, le chauffage. Il y a ça. D'accord? Parce qu'effectivement, majoritairement, c'est ce que vous faites. D'accord? Ah bah c'est juste c'est un ventilateur pour sortir le chaud, hein. C'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Donc, climatiser une voiture, c'est pas trop débile, c'est que ça serait mieux d'avoir des voitures comme ça plutôt que d'avoir des voitures comme ça. Ça évite au soleil de rentrer. Hein. Oui, c'est mieux les 4L. Parce que le soleil rentre moins que comme ça, où le soleil rentre pleine balle dedans. Vu que le principal effet de réchauffement d'une voiture, c'est l'effet de serre, quand même. Par principe. D'accord? C'est intelligent d'utiliser pour un réfrigérateur, parce que c'est petit et que c'est fermé. D'accord? Encore une fois, faire ça dans des bâtiments entiers, c'est beaucoup plus discutable. D'accord? Un truc fermé, un truc qui s'ouvre en permanence, etc., etc. Je vous rappelle que quand même, avant qu'on invente la clim, on avait inventé un truc qui s'appelle l'architecture. D'accord? Par exemple, on ne fait pas des rues toutes droites. Comme ça, il y a de l'ombre. Malin, les gens. Il y a des bâtiments, et ben, ils sont blancs. Non, en Méditerranée, vous pigez pourquoi ils n'ont pas des maisons toutes noires avec des rues rectilignes. Parce que sinon, tout le monde meurt. D'accord? Voilà, vous faites des trucs comme ça, en rond, d'accord? Voilà. Et ça marche vachement bien. En Espagne, ils font ça très bien. Mais quand on fait des bâtiments modernes, et des villes modernes avec des rues toutes droites, ben, vous avez des fournaises qui se baladent, tout chauffe, et donc vous mettez la clim, c'est pas grave. Comme ça, vous réchauffez littéralement toute votre ville, et c'est super. Donc voilà. Souvenez-vous que la clim, c'est le mal absolu. Et c'est la thermodynamique qui vous raconte ça, c'est pas parce que les ingénieurs sont mauvais non plus. D'accord? Nous verrons demain l'efficacité d'une climatisation, et on verra qu'une idée intelligente, c'est de chauffer avec ça.